En pleine nuit, la ville est illuminée, mais une mauvaise nouvelle vient de jeter un froid glacial sur tout le monde. Cette fois, pour le défi du portail 6 étoiles, les chasseurs coréens ont encore subi une défaite cuisante. Sur Internet, c'est l'explosion totale. Ça se moque et ça critique de partout. Certains disent même qu'il vaudrait mieux payer des mercenaires étrangers, et puis c'est tout. Dans la voiture, l'ambiance est tellement lourde qu'on pourrait la couper au couteau. Un coéquipier n'en peut plus et se plaint. On gagne même pas une miette de ce qu'ils se font. Cette vie est vraiment impossible. Un autre membre, regardant par la fenêtre, ajoute: Faut bien avoir un peu confiance en la nouvelle génération, non? T'en penses quoi, Ruilu? Ruilu, c'est le chef de l'équipe de sauvetage, le boss de toute la bande. Face aux plaintes de son coéquipier, il répond sans même lever la tête: Pourquoi se prendre la tête avec ces conneries? Notre boulot, c'est de sauver des gens. Son subordonné le trouve trop carré. Après tout, les chasseurs des grosses Garlas Guild, eux, ils brassent un max de pognon. Et en plus, ils se font pas engueuler. Tout le sale boulot, c'est pour notre pomme. C'est ça la réalité. On les appelle les chasseurs du bureau. Un groupe de fonctionnaires, tous des éveillés de niveau intermédiaire. Pas de gloire, pas de grosses P1 en prime. Leur seule mission, la surveillance et le sauvetage. En fait, le bureau est divisé en 3 départements. La répression, la surveillance et le département de Ruilu, celui du sauvetage. Dès qu'un portail tourne mal, c'est à eux de risquer leur peau. Le boulot de Ruilu, c'est d'arracher les survivants des griffes des monstres. Mais sa véritable spécialité, son atout maître, c'est qu'il est un tracker. Spécialisé dans la localisation précise de cibles en plein chaos. Le portail est ouvert. Ruilu tape dans ses mains pour que tout le monde se concentre. Les vrais ennuis vont commencer. L'équipe de sauvetage s'apprête à partir secourir les membres de la guilde coincés à l'intérieur. Tout le monde se prévient mutuellement de rester sur le qui-vive. C'est à ce moment-là qu'une voix mielleuse et hypocrite se fait entendre. « Oh là là, messieurs de l'équipe de sauvetage, quel travail acharné !» Ruilu dévisage le vieil homme aux cheveux d'argent avec un dégoût total. Ce type s'appelle Bai Junhwan. C'est un ponte d'une grosse guilde. Faut pas se fier à ses airs polis. Dans le dos, c'est un vrai requin qui ne laisserait même pas les os. Pour se faire un fric monstre, il force souvent les petites guildes à aller au casse-pipe. On peut dire que la plupart des appels d'urgence que reçoit l'équipe de sauvetage, c'est en grande partie à cause de ce vieux salopard. Sa présence ici n'annonce jamais rien de bon. L'équipe est pressée de sauver des vies et n'a aucune envie de perdre son temps avec Bai Junhwan. Il lui balance un teint, on est pressé et s'apprête à entrer. Mais Bai Junhwan ne lâche pas l'affaire. Il s'approche, tout souriant, et propose l'aide de sa guilde. Il demande à Ruilu s'il est vraiment sûr de ne pas en avoir besoin. Ruilu ricane intérieurement. Tout ce bordel, c'est Bai Junhwan qui l'a provoqué à la base, et maintenant il ose vouloir se faire passer pour un héros sur notre dos. Il fixe Bai Junhwan et lui répond, en détachant chaque mot: « On s'occupe de nos propres affaires. On n'a pas besoin de ton aide. » En entendant ça, le sourire de Bai Junhwan s'élargit encore plus. « Oh, quel dommage !» Alors que l'équipe de sauvetage disparaît dans le portail, ce vieux renard montre enfin son vrai visage, des plus sinistres. À l'intérieur du portail, c'est déjà l'enfer. Un survivant appuie de toutes ses forces sur la blessure de son camarade. Il le supplie de ne surtout pas fermer les yeux. Il a déjà envoyé un signal de détresse et n'arrête pas de répéter que l'équipe de sauvetage va arriver, qu'il faut tenir encore un peu. Mais le monstre derrière lui n'a aucune intention de lui laisser ce temps. Une griffe gigantesque est déjà levée, l'ombre de la mort plane au-dessus d'eux. La survivante ferme les yeux, désespérée. C'est à ce moment critique qu'un pas lourd résonne au centre du champ de bataille. Le véritable sauveur est enfin là. En un éclair, la lance de Ruilu transperce le monstre de part en part. Ce coup a littéralement arraché les survivants aux portes de la mort. Il rengaine son arme. Il tend la main à la survivante terrifiée. « N'aie pas peur, l'équipe de sauvetage est là. » Mais avant que tout le monde puisse souffler, le cri d'un coéquipier retentit derrière eux. « Ruilu, on a un gros problème. Le chemin par lequel on est entré est maintenant bloqué par une horde de gargouilles. Ces saloperies foncent sur nous comme des dingues. Notre seule retraite est complètement coupée. On doit trouver une autre sortie avant de se faire encercler et de se tirer de ce trou à rats. Puisque la retraite est bloquée, Ruilu active directement son onde silencieuse. Cette technique lui permet, grâce à l'écho du son, de cartographier entièrement la structure du donjon. À mesure que l'onde se propage, le labyrinthe, autrefois plongé dans le noir, se transforme en une carte hyper détaillée dans son esprit. Sortie localisée, Ruilu hurle « Capitaine, suivez-moi ». Le capitaine est aux anges, il n'arrête pas de le féliciter pour son boulot impeccable. Mais alors que tout le monde s'apprête à évacuer, le survivant sur le dos de Ruilu sent soudain que quelque chose cloche. Le vrai danger n'est pas encore passé. L'équipe de sauvetage sprint à toute vitesse. Ruilu ouvre la marche. Le survivant sur son dos ne peut s'empêcher de flipper. « T'es sûr que c'est le bon chemin ?» En entendant ça, le capitaine le rassure en se tapant le torse. « Ne te fie pas au fait que Ruilu n'est qu'un chasseur de rancé, sa compétence de tracker est l'une des meilleures de tout le pays. Tu peux être tranquille. »
Mais à peine a-t-il fini sa phrase que le capitaine déchante complètement. Un monstre surgit de nulle part et coupe le groupe en deux. Là, ça craint. Le capitaine n'est si confiant il y a une seconde, se met à gueuler comme un putois dans le dos de Ruilu. T'es bien certain que c'est le bon chemin, là? C'est pas une fuite, ça, tu nous jettes droit dans la gueule du loup. Les gargouilles sont de plus en plus nombreuses. Les coéquipiers se battent comme des lions, mais les monstres semblent infinis et se jettent sur l'équipe sans relâche. Ruilu le sait très bien, ce chemin mène bien à la sortie. Le problème, c'est que cette bande de monstres sait aussi où on va. Ils ne courent pas au hasard, ils nous attendent à la ligne d'arrivée. S'il y a vraiment un nécromancien qui tire les ficelles, alors la situation est complètement hors de contrôle. C'est à ce moment-là qu'une notification du système apparaît d'un coup. 6e sens activé. Ruilu s'arrête net. Il veut voir qui est le petit malin qui tire les ficelles dans l'ombre. Ruilu a toujours senti une paire d'yeux fixés sur lui. Son instinct ne l'avait pas trompé. Il y a forcément quelqu'un qui manipule ces gargouilles en secret. À cet instant, le sol se met à trembler violemment. Un immense cercle magique violet explose instantanément sous leurs pieds. Le capitaine est complètement abasourdi, il ne pige rien à ce qu'il se passe. Ruilu hurle à plein poumon, sortez de ce cercle. Repliez-vous. Mais c'est déjà trop tard. Un coude monstrueux et gigantesque sort lentement de l'ombre. Le véritable cerveau de l'opération a enfin décidé de se montrer. La situation a complètement dérapé. Le capitaine se battait comme un lion et hurlait à Ruel. « Laisse-moi, sauve-toi !» Mais à peine avait-il fini sa phrase qu'une puissance terrifiante a explosé, projetant le capitaine qui s'est écrasé violemment par terre. Ruel a voulu l'aider, mais le cercle magique violet sous ses pieds s'est activé d'un coup. La fenêtre du système a surgi et sa vitesse de déplacement a été bloquée net. Là, c'était la galère. Ruel était complètement paralysé, incapable de bouger d'un pouce. Le capitaine, lui, a ignoré ses blessures. Et en serrant les dents, il est reparti à l'assaut. « Tiens bon, je vais te sortir de là. » Mais Ruel lui a hurlé de ne surtout pas approcher. Vu la situation, s'ils ne partaient pas maintenant, ils allaient tous y passer. Il a dit à Liane de prendre les autres et de dégager qu'il resterait pour les couvrir. Désolé pour tout, clairement, il comptait se sacrifier. Mais Liane n'avait aucune intention de s'enfuir. Des éclairs ont crépité autour de Ruel, qui a répondu avec un sourire en coin. « Arrête de parler comme si j'étais déjà mort. J'ai pas du tout l'intention de clamser ici aujourd'hui. » En regardant le cercle de monstres, Ruel a soudainement chuchoté « Viens avec nous depuis le tout début, hein ?» À ces mots, l'ambiance est devenue super bizarre. Ruel a fixé le monstre droit dans les yeux et a balancé son nom, Caracal. La fenêtre du système a popé direct. Ce type était donc le vrai boss du donjon. Caracal a ricané « T'es un sacré sprinter, toi !» Il était super curieux de savoir pourquoi Ruel connaissait ce temple comme sa poche, exactement comme lui. Ruel a esquissé un sourire. « Qui sait, si tu me laisses filer ? Peut-être que je te dirai la réponse. Dommage, ce genre de monstre ne marche pas à la négociation. » Caracal a balancé sa griffe géante. Une énergie violette a explosé. « Ok, dans ce cas, je vais te changer en gargouille décérébrée. » Des éclairs violets ont éclaté instantanément. La fenêtre du système s'est mise à spammer des alertes. « Vous avez été maudits, vos points de vie chutent en flèche. » Ruel a poussé un hurlement de douleur, son corps commençant à se désintégrer sous les éclairs. Cette fois, c'était vraiment la fin. Il s'est demandé si tout ça n'était que du bluff. Si seulement j'avais appelé à l'aide, j'aurais peut-être pu m'en sortir. Mais il savait au fond de lui qu'il ne pouvait pas le faire. Dans ce monde infesté de monstres, les soi-disant chasseurs des guildes, non Dieu que pour le loot et le fric, ils se foutent royalement de la vie des autres. Dans un monde aussi cruel, à quoi ça sert de s'acharner à sauver les gens ? Au milieu des ruines, Ruel s'est souvenu du héros qui lui avait sauvé la vie. Ce type l'avait sauvé et pourtant, il n'arrêtait pas de s'excuser. Désolé de ne pas avoir pu sauver tout le monde. Ce chasseur qui se morfondait sous la pluie est devenu sa seule lueur d'espoir. Depuis ce jour, Yadia, il a voulu devenir quelqu'un comme lui. Un chasseur qui protège les faibles. C'est pour ça que je ne peux pas crever ici. Et à cet instant précis, l'énergie en Ruel a complètement explosé. La fenêtre du système a flashé dans tous les sens, 6e sens activé. La vraie contre-attaque ne fait que commencer. La compétence dynamique s'est activée direct. La vision de Ruel n'était plus qu'un balai d'éclairs. Dans sa tête, il hurlait « Trouve un truc, n'importe quoi. Même la plus petite ouverture, ça me va. » C'est à ce moment-là qu'une stèle au fin fond du temple s'est mise à briller d'une étrange lueur bleue. Dans ce silence de mort, ça sautait aux yeux. Pourquoi est-ce que seule cette stèle brille ? Ruel a fixé intensément les gravures sur la pierre. La fenêtre du système s'est encore actualisée. Vous avez accédé aux informations sur une classe cachée. Personne ne s'y attendait. Le vrai tournant était planqué là. Le monstre a ricané, se moquant de Ruel qui luttait encore pour sa vie. Il a violemment abattu sa griffe, prêt à l'envoyer 6 pieds sous terre.
À ce moment critique, les monstres autour de lui s'étaient déjà jetés dessus. Ruel était totalement encerclé, sans la moindre échappatoire. Soudain, une fenêtre de système bleu a popé de nulle part. Changé pour la classe cachée, architecte de labyrinthe, Ruel est resté scotché. Une demande de changement de classe maintenant? En regardant la horde de monstres, il a fixé l'écran. Après tout, j'ai plus rien à perdre? Alors, allons-y. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette classe cachée. Ruel a rassemblé ses dernières forces et a hurlé « J'accepte ». À cet instant précis, la quête de changement de classe a démarré. Une colonne de lumière bleue a jailli vers le ciel, repoussant violemment les monstres qui l'attaquaient. La fenêtre du système a de nouveau popé. Tutoriel démarrage. Ruel n'a même pas eu le temps de piger ce qui se passait que le sol sous ses pieds s'est mis à trembler comme un fou. D'immenses blocs de pierre ont surgi du sol, transformant le temple en un clin d'œil. Ce n'était pas un changement de classe, ça, c'était carrément l'apocalypse. Le véritable architecte de labyrinthe allait enfin entrer en scène. Caracal était complètement largué. En voyant les blocs se réarranger, il a hurlé furieux. « Cet enfoiré ! Où est-ce qu'il s'est barré ?» Au même moment, Ruel fixait l'écran du système. Son ancienne classe, observateur anonyme, avait complètement disparu. Il n'en croyait pas ses yeux. Il s'était vraiment rééveillé. Et en plus, son niveau et ses stats avaient été complètement chamboulés. Ruel a regardé autour de lui, observant ce couloir interminable, et il a enfin compris. C'était la zone de tutoriel faite sur mesure pour lui. Les détails de la quête sont enfin apparus. Il devait, en 24 heures, et en utilisant la fonction carte, nettoyer le labyrinthe de toutes ces gargouilles. Ruel a fixé l'écran. Les autres conditions, ça allait, il comprenait. Mais cette fameuse fonction carte, comment ça marchait? C'est alors qu'un hologramme bleu s'est déployé d'un coup devant lui. Ruel s'est resté un instant bouche bée. Cette carte était étonnamment simple à piger. Le point vert au milieu, c'était lui. Et tous les points rouges qui grouillaient autour, c'était clairement la bande de gargouilles. Ruel a eu un petit sourire en coin. La situation venait de se retourner complètement. Les rôles du chasseur et de la proie allaient s'inverser. L'échauffement était terminé. D'un geste propre et net, Ruel a réglé son compte au monstre devant lui. Notification du système, niveau supérieur. Plus que 4 cibles. Pour Ruel, c'était encore trop lent. Il a ramassé l'arme du monstre au passage. Ce tuto était bien plus simple que ce qu'il pensait modèle. Pour être efficace, autant activer direct le cheat pour voir toute la carte. Comme ça, aucun monstre ne pourra s'échapper. La vraie chasse ne fait que commencer. En voyant le compte à rebours, Ruilu s'était dit que c'était dans la poche. Il suffisait de suivre le plan et la mission serait terminée bien en avance. Mais qui aurait pu deviner qu'un sacré morceau allait débarquer de nulle part? Ce mastodonte n'avait rien à voir avec les monstres de pacotille de tout à l'heure, même s'il se battait en solo. Mais Ruilu n'était pas sûr de pouvoir se le faire. Ça s'annonçait comme un combat acharné. Le temps pressait de plus en plus, il devait d'abord nettoyer les sbires restants. C'est seulement après ça qu'il pourrait se concentrer à fond sur ce monstre. Les vrais problèmes ne faisaient que commencer. Pour le coup, Ruilu s'est vraiment fait avoir comme un bleu. Il pensait que ces monstres se battaient en solo, mais il faut croire que cette bande d'enfoirés a appris à se déplacer en groupe. Là, c'était vraiment la galère. Pressé par le temps, il n'a pas regardé la carte et a foncé tête baissée dans un cercle de monstres. La situation a instantanément dégénéré. Ruilu le savait pertinemment. Dans son état actuel, il ne pouvait en affronter que 2 à la fois, grand max. Mais là, c'était comme s'il avait mis un coup de pied dans une fourmilière. Il n'avait absolument aucune chance de gagner. Il doit immédiatement changer de plan. Avant de se faire réduire en charpie, il doit forcer le passage et se frayer un chemin. Sa survie ne tient qu'à cette tentative d'évasion. C'était une impasse totale. Ruilu était acculé au mur par les monstres. Était-ce donc ça, la limite d'un chasseur de son niveau? Une situation aussi mortelle. Ça n'avait absolument rien à voir avec la difficulté d'un tutoriel pour débutants. Mais Ruilu n'est pas du genre à attendre la mort les bras croisés. Si c'est un tutoriel, il doit bien y avoir un moyen de renverser la situation. Il s'est mis à hurler sur le système, du genre « Vous croyez m'avoir aussi facilement ?» Et pile à ce moment-là, entre la vie et la mort, le système a enfin réagi. Une avalanche de notifications de compétences a envahi l'écran. Son 6e sens et ses capacités de synesthésie ont été poussés au maximum. Ruilu avait enfin son joker en main. Il a fixé froidement les monstres devant lui. Puisque les règles du jeu sont injustes, alors il ne fallait pas s'étonner qu'il décide de renverser la table. La nouvelle compétence, cube rotatif, était officiellement lancée. La vraie contre-attaque allait seulement commencer. Au moment précis où les griffes du monstre allaient s'abattre sur lui, le panneau système a soudainement affiché en grand « Fonction cube rotatif officiellement débloquée ». Ruilu n'avait même pas eu le temps de comprendre ce que c'était.
Voyant le monstre lui foncer dessus, il a agité la main par pur réflexe. L'espace de la carte s'est mis à tourner frénétiquement, comme un Rubik's Cube. C'était au tour des monstres d'être complètement paumés. Leur attaque, qui semblait imparable, a fini dans le vide le plus total. Leurs corps ont été violemment déviés par la distorsion de l'espace. Dans un grand fracas, les monstres se sont écrasés contre le mur du fond. Même Ruilu n'en revenait pas à quel point cette nouvelle compétence était abusée. Ce n'était plus un combat, c'était carrément comme s'il modifiait les règles de la carte. La situation s'est complètement retournée. Ruilu a enfin pigé le truc. En fait, ce cube rotatif était le véritable artefact de chasse ultime. Il a souri en se disant « Ah, ça va être bien plus simple de se battre maintenant ». Les monstres autrefois féroces n'étaient plus à ses yeux que des jouets qu'il pouvait manipuler à sa guise. Il suffisait d'une petite rotation pour que toutes les attaques des monstres ratent leur cible, au point même où ils se rentraient dedans. Ruilu faisait des allers-retours dans le couloir, utilisant l'espace déformé pour faire tourner en bourrique cette bande d'abrutis. Ce n'était plus une lutte pour sa survie, c'était un pur massacre de débutants. Saisissant le bon timing, il a su attaquer d'un coup sec. Une décharge d'énergie bleue a instantanément traversé le monstre. Un mouvement propre, net, sans la moindre hésitation. Maintenant qu'il maîtrisait cette méthode de combat totalement surpuissante, plus personne dans ce donjon ne pouvait lui barrer la route. Ruilu a attendu le moment parfait et a murmuré « C'est maintenant ». Les monstres étaient complètement désorientés par la rotation de l'espace. C'était l'occasion idéale de finir le travail, il a accéléré d'un coup et a foncé sur eux en hurlant « C'est le dernier ». Telle une flèche décochée de son arc, il a sauté directement sur la tête du monstre. Cette fois, plus question de rigoler. L'énergie foudroyante de Ruilu a explosé de tout son corps. Il est allé au corps à corps avec cette bestiole. Ses mains se sont verrouillées sur le point faible du monstre. La créature avait beau se débattre, face à une telle puissance, c'était peine perdue. Ce coup allait régler tous ses problèmes d'un seul coup. La fin de la chasse était à portée de main. Ruilu a lâché un dernier hurlement de rage. Il n'avait pas la moindre intention de crever dans un endroit pareil. Dans un flash de lumière aveuglant, ce monstre qui se la pétait est devenu son simple marchepied. L'écran du système s'est mis à afficher en boucle. Félicitations, vous avez terminé le tutoriel. Non seulement Ruilu a survécu, mais il a aussi réussi à changer de classe pour devenir concepteur de labyrinthe. C'était une classe cachée complètement inédite. Pendant que Ruilu se métamorphosait dehors, l'équipe de secours était en plein chaos. Tous pensaient qu'il était perdu à jamais. Lian, fou d'inquiétude, hurlait qu'il fallait absolument retourner le chercher. Ses coéquipiers le bloquaient de toute leur force, lui criant de se calmer et de se replier. Il faut dire que pour tout le monde, dans une situation aussi désespérée, Ruilu n'avait aucune chance de s'en sortir vivant. Mais qui aurait pu se douter que sa vraie vie de cheater ne faisait que commencer? Ses coéquipiers, affolés par la disparition de Ruilu, hurlaient son nom sous la pluie. Le portail avait disparu, tout le monde était persuadé qu'il y était resté. Et c'est à ce moment-là que Ruilu est apparu, abrité sous un parapluie noir, en train de manger tranquillement un bâtonnet glacé. Avec un air totalement innocent, il leur a demandé « Pourquoi vous tirez la tronche ?» Un silence de mort est tombé d'un coup. Tout le monde le dévisageait comme s'ils avaient vu un fantôme, cet homme sans la moindre égratignure. Pendant ce temps, Ruilu a juste agité le sac qu'il tenait à la main, en proposant de rentrer se coucher maintenant que les glaces étaient achetées. Personne ne savait ce qu'il venait de vivre, et encore moins sa puissance actuelle. Le panneau système s'est de nouveau allumé. Une compétence complètement fumée, nommée Domaine, était en train de s'activer en douce. Ce sort pouvait aspirer de force un adversaire dans un labyrinthe. Assis au bord de la fontaine, Ruilu se disait que s'il pouvait l'utiliser aussi à l'extérieur, alors le monde entier allait devenir son terrain de jeu personnel. Là, les choses allaient vraiment prendre une autre tournure. Sa nouvelle compétence, Domaine, était clairement une arme à double tranchant. Certes, elle pouvait enfermer de force les ennemis dans son labyrinthe. Mais si jamais l'adversaire réussissait à s'enfuir, il deviendrait encore plus puissant. Assis près de la fontaine, Ruilu s'est dit qu'il ne pouvait donc pas y attirer n'importe qui sur un coup de tête. Pour se préparer aux combats difficiles à venir, il devait peupler son labyrinthe de monstres encore plus balèzes. En clair, ça signifiait qu'il devait chasser non-stop. Il devait transformer toutes ces bestioles récalcitrantes en gardiens de son labyrinthe. C'était le seul moyen pour lui de devenir encore plus puissant. Et alors qu'il était plongé dans ses réflexions, il a soudain entendu une voix lui demander pourquoi il était dans la lune. Ruilu est sorti de ses pensées d'un coup et a vu Yancy qui se tenait juste devant lui. Elle tenait une pomme rouge à la main et lui a demandé avec un sourire s'il en voulait. Ce salut inattendu a complètement dissipé l'ambiance tendue de tout à l'heure. Yancy portait un grand sac de pommes, expliquant que c'était sa mère qui l'envoyait. Après tout, ça fait 5 ans qu'ils sont voisins, un petit effort de courtoisie, ça se fait.
Ruilu, lui, a demandé nonchalamment comment ça se passait à l'école ces derniers temps. Yancy a eu un temps d'arrêt avant de répondre d'un ton neutre que c'était comme d'habitude. Visiblement, il n'avait pas envie d'en parler. Alors qu'il marchait en discutant, la rue au loin est soudainement devenue chaotique. Une femme essayait désespérément de foncer dans un hôtel. Elle hurlait que son enfant était encore à l'intérieur. Ruilu s'est arrêté et a regardé le bâtiment. Il n'y avait ni fumée ni feu, mais l'atmosphère était si pesante qu'elle en était suffocante. Il a tout de suite compris que c'était grave. Ce n'était pas un simple accident, mais l'éruption d'un donjon, le truc le plus dangereux qui soit. Les vrais problèmes ne faisaient que commencer. Voyant que le donjon était sur le point d'exploser, Ruilu n'avait plus le temps pour les pommes. Il a fourré le sac dans les mains de Yancy en lui disant qu'il devait filer au boulot. Un truc grave s'était passé du côté de l'équipe de secours. Il a foncé droit vers l'hôtel, bouclé par la police. Un agent a voulu l'arrêter, mais Ruilu a direct sorti son badge. Tout le monde était sur le cul. Personne ne s'attendait à ce que ce jeune fasse partie de l'équipe de secours. Le policier, en sueur, lui a dit que les renforts n'étaient pas encore arrivés. L'endroit est maintenant rempli de gobelins rouges. Y aller seul, c'est du suicide. Mais Ruilu n'avait aucune intention d'attendre et a repoussé la main qui lui barrait le passage. Son ton était d'un calme effrayant. C'est justement parce que c'est dangereux à l'intérieur qu'il doit y aller maintenant. Là, ça commençait à craindre. Il comptait vraiment affronter cette horde de monstres tout seul. Le policier, complètement paniqué, insistait sur le fait qu'aucun chasseur de la guilde n'était encore sur les lieux. Mais il y a encore un enfant coincé dedans. Y aller seul, c'est se jeter dans la gueule du loup. Pourtant, Ruilu savait mieux que quiconque que cette zone était censée être sous la responsabilité d'une grosse guilde. Mais ces mecs-là ne pensent qu'au fric. Un petit portail comme ça qui ne rapporte rien, ils s'en foutent royalement. C'est à cause de ce genre de non-assistance à personne en danger que des accidents qui auraient déjà pu être évités se transforment en véritable tragédie. Puisque personne ne s'en occupe, c'est à lui de nettoyer le bordel. Ruilu est entré seul dans le hall de l'hôtel. C'est à ce moment-là qu'il a senti une paire d'yeux le fixer en douce depuis un coin sombre. Il a direct activé son sixième sens et a lancé froidement en direction de l'ombre « Arrête de mater et ramène-toi ». Ça tombait bien, il avait une nouvelle technique sous le coude et cherchait justement un cobaye. Ces gobelins, toujours la même rengaine. Ils essaient direct de t'attaquer en surnombre par surprise. Ruilu n'a pas bougé d'un poil, il avait même envie de se marrer. Au moment où la hache allait lui fendre le crâne, il a activé sa compétence de zone. Une énorme sphère d'énergie bleue a explosé en une fraction de seconde dans les airs. C'était au tour des gobelins de prendre cher. La puissance colossale, tel un trou noir, a aspiré tous ces monstres vers le ciel, sans même leur laisser une chance de riposter. Si c'était avant, Ruilu aurait peut-être hésité un instant. Mais aujourd'hui, il n'est plus le débutant qui se laissait faire. Avec cette technique, tous les monstres de l'étage allaient se faire exterminer d'un seul coup. La situation s'est complètement retournée. Avant même que les gobelins aient pu comprendre ce qu'il se passait, ils ont été déchiquetés en un instant par une force terrifiante. Face à une puissance absolue, le nombre ne sert qu'à faire de la chair à canon. Le Ruilu d'aujourd'hui n'est plus la proie qui se cachait partout. La sphère de lumière bleue qu'il tenait dans sa main était en fait une maquette miniature de l'hôtel tout entier. Ça veut dire que chaque recoin et même la respiration de chaque monstre était sous son contrôle total. C'est lui, le véritable maître de ce labyrinthe. Ruilu a regardé droit devant lui avec un sourire glacial. Le vrai spectacle ne faisait que commencer. Ce genre de gobelin rouge, même si ce n'est qu'un monstre, une étoile, le plus chiant avec eux, c'est qu'ils savent coopérer et encercler leur proie. Au moment où cette bande s'apprêtait à refermer son piège, Ruilu a ricané. « Essayez de jouer la carte de la stratégie avec moi, vous n'avez pas le niveau. » La situation s'est inversée en un clin d'œil. Tout le labyrinthe lui obéit maintenant. Ces gobelins voulaient encore tenter un sale coup, une attaque surprise quand on ne regarde pas. Dommage pour eux, ils avaient oublié qui était le vrai patron ici. Peu importe combien il en venait, ce n'était que des points d'expérience qui s'offraient à lui. Ruilu a regardé son panneau de contrôle et a dit d'un air détendu que le mode automatique, c'est quand même bien pratique. Mais comme les sbires affluaient de plus en plus, il valait mieux garder un œil dessus. Il a regardé la paume de sa main avec un sourire narquois, comme s'il observait un troupeau d'agneaux prêt pour l'abattoir. Dans ce labyrinthe, les rôles du chasseur et de la proie ont été inversés depuis longtemps. S'il était arrivé quelques minutes plus tard, cette enfant serait probablement morte. Ruilu a enfin trouvé Sumei. Il l'a rassuré doucement. « N'aie pas peur, tonton s'est déjà occupé de tous les méchants. » Sumei n'arrivait pas à y croire. Tous ces gobelins... Il s'en était occupé tout seul. Ruilu a hoché la tête en souriant, mais il savait très bien qu'en forçant les monstres à entrer dans le labyrinthe, il avait fait le bon choix. C'est alors que le système a affiché une alerte soudaine. Plus de la moitié des monstres du labyrinthe avaient été complètement éliminés.
Le véritable règlement de compte ne faisait que commencer. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Ruilu a caressé la tête de Soumeille et lui a dit de descendre en premier. Tonton doit encore s'occuper d'un dernier gros problème. Une fois l'enfant parti, son sourire a disparu instantanément. Comme il s'y attendait, le grand responsable de tout ce chaos était ce roi gobelin rouge. Ce type était d'une puissance absurde. Les sphères de chasse automatiques que Ruilu avait déployées se faisaient écraser une par une. Si on le laissait continuer, même le boss final du labyrinthe ne ferait probablement pas le poids face à lui. À ce moment-là, la situation deviendrait totalement hors de contrôle. Ruilu a fixé l'écran, analysant calmement le pour et le contre. Plutôt que d'attendre sans rien faire, autant aller lui rendre une petite visite en personne. Il a ouvert un portail de téléportation et l'a franchi d'un pas, puisqu'il ne pouvait pas y échapper. C'est lui qui allait mettre un terme à tout ça de ses propres mains. En regardant l'étendue des ruines, Ruilu a commenté d'un ton neutre qu'en venant voir par lui-même, l'endroit avait vraiment été salement amoché. D'un geste de la main, il a désactivé les sphères automatiques qui se faisaient attaquer. Faisant face à la créature colossale, il l'a provoquée. « Arrête de t'en prendre à elle. Ton adversaire, c'est moi. » Le roi gobelin rouge a poussé un hurlement de rage, a brandi son épée géante enflammée et a chargé comme un dément. Face à cette attaque dévastatrice, non seulement Ruilu n'a pas reculé, mais il s'est élancé à sa rencontre, entouré de flammes. Au moment précis où leurs forces se sont heurtées, il a découvert avec surprise que même si son corps était crevé, ses mouvements étaient encore plus vifs que d'habitude. C'était une drôle de sensation. C'était comme si une force en lui avait complètement explosé. Ruilu a jeté un œil à son interface système, et après son éveil en tant que concepteur de labyrinthe, ses stats avaient complètement changé. Au départ, il voulait juste tâter le terrain en utilisant les gargouilles pour épuiser son adversaire. Mais maintenant, il voyait bien qu'il pouvait se le faire tout seul. Le roi gobelin rouge a poussé un cri de malade et a abattu sa lame géante. Mais Ruilu n'a même pas cligné des yeux et a esquivé l'attaque mortelle d'un pas de côté. Juste après, la force en lui a explosé. D'un revers de la main, il a balancé un crochet du droit en plein dans le torse du monstre. Avant même que l'autre ait pu réagir, Ruilu lui a mis un autre coup sauté surpuissant, écrasant violemment ce monstre arrogant dans le sol. Et là, les vrais problèmes commençaient, parce que la véritable chasse venait à peine de débuter. Profitant de l'impact, Ruilu a atterri en douceur un peu plus loin. Il a tapoté la poussière sur ses vêtements et a dit avec un sourire narquois « Merci de m'avoir amené jusqu'ici ». En voyant le monstre qui peinait à soulever son épée, il a continué de le provoquer. « Bah alors, elle est passée où ta grande gueule de tout à l'heure ? J'ai quand même misé 2 millions sur toi, hein, t'es déjà fatigué ? Pour un roi des monstres, ta performance est un peu décevante. » Puis, comme s'il venait de penser à un truc, Ruilu a mis sa main devant sa bouche d'un ton plein de provocation. « Ne me dis pas que tu as peur de moi ?» Cette phrase, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le roi gobelin rouge a complètement pété un câble et a poussé un rugissement à faire trembler la terre. Dans un dernier effort désespéré, il a lancé son attaque finale. La situation est devenue totalement hors de contrôle. Le vrai danger ne faisait que commencer. Le roi gobelin rouge a chargé comme un fou, en hurlant qu'il allait le tuer. Mais Ruilu est resté planté là, immobile, d'un calme à faire froid dans le dos. Il a regardé l'énorme créature et a dit « Puisque j'ai investi, tu vas devoir me montrer que t'en vaut la peine. Ça fait un bail que j'attends ce moment. » Juste au moment où le monstre allait lui sauter dessus, les chaînes au sol se sont brisées d'un coup. C'est le genre de piège qu'on ne peut absolument pas éviter dans un labyrinthe. Ruilu a esquissé un petit sourire et a murmuré « Ciao ». Avec la notification du système, un énorme plafond à pic s'est effondré. Cette fois, il n'avait absolument aucune chance de s'enfuir. L'énorme piège s'est abattu avec fracas. Le monstre qui faisait le malin il y a une seconde à peine a été pulvérisé sur le champ. Ruilu a regardé la facture sur son interface système. Même si l'installation de ce piège lui a coûté 20 pièces d'or, il fallait avouer que c'était de l'argent bien dépensé. La puissance du piège était vraiment au rendez-vous. Non seulement il a gagné un niveau, mais même les gobelins vaincus sont tous devenus une partie intégrante du labyrinthe. Ruilu est sorti du donjon prêt à faire une petite pause, mais soudain une voix l'a interpellé derrière lui. « Ruilu ?» Quelqu'un l'appelait. Apparemment, ce n'était pas encore fini. Li-Han est arrivé en courant, furieux, et s'est mise à l'incendier direct. « Mais qu'est-ce que t'as foutu, bordel ? Me dis pas que tu t'es occupé de tous ces gobelins tout seul ?» Mais Ruilu, d'un calme olympien, a commencé à faire l'idiot, disant qu'il s'était cogné la tête et ne se souvenait de rien. Il a même blagué en disant que s'il lui payait un bon bœuf coréen, ça pourrait peut-être lui revenir. Li-Han était au bord de la crise de nerfs et s'apprêtait à remettre à sa place ce beau parleur, quand une voix inconnue a soudain interrompu leur dispute. C'était Sheng Shun. Il était venu spécialement au nom de la guilde Hanlu.
pour remercier Ruilu d'avoir résolu la crise du donjon. Mais n'importe qui pouvait voir que les remerciements n'étaient qu'un prétexte. Ce qu'il allait dire ensuite était son véritable objectif. Cheng Shun a ajusté ses lunettes et son ton est devenu plus sérieux. « Ruilu, est-ce qu'on peut parler en privé ?» Cheng Shun est allé droit au but, demandant à Ruilu de ne rien raconter aux journalistes. La guilde ne voulait pas que cette mauvaise publicité s'ébruite. Pour faire taire tout le monde, il a non seulement promis de rembourser les dégâts de l'hôtel, mais il comptait aussi faire un gros don au bureau de gestion. Il maîtrisait vraiment bien l'art de la carotte et du bâton. En voyant ça, Ruilu a compris. C'était la méthode habituelle de la guilde. Ils se servèrent de la confiance du public envers les chasseurs de haut rang pour abuser de ce sentiment de sécurité sans aucune vergogne. Même si ce genre de comportement foutait la rage, la réalité était cruelle. Comparé aux chasseurs du bureau qui n'étaient que de rang D, c'est la guilde, avec ses chasseurs de rang S, qui passaient pour le sauveur aux yeux de tous. Ruilu a serré les poings, il savait que tout seul, il ne pouvait absolument rien changer à la situation. Alors que l'ambiance était tendue, Ruilu a soudainement changé de visage et a accepté avec un grand sourire. Il a dit « On est tous du même milieu, je comprends tout à fait ce genre de petits soucis. » Et là, la situation est devenue bien plus intéressante. Cette réaction de Ruilu, il jouait la comédie où il avait vraiment décidé de se coucher. Ruilu a d'abord souri, abondant dans le sens de son interlocuteur en disant qu'il n'avait pas l'intention de faire des vagues. Après tout, attirer l'attention ne lui apporterait rien de bon. Mais juste au moment où Cheng Shun pensait que l'affaire était réglée, le regard de Ruilu a changé. Il a dit avec un sourire glacial « Mais si on en reste là, j'ai l'impression de me faire un peu arnaquer. » Avant que Cheng Shun ait pu réagir, Ruilu a posé la main sur son épaule. Le geste était léger, mais il dégageait une pression à laquelle il était impossible de résister. Ruilu a décidé de jouer carte sur table. Puisque je vais devoir souvent nettoyer les conneries des chasseurs de la guilde, il va falloir payer pour mes services. 10 milliards. Ruilu a balancé ce chiffre astronomique. Il a fixé Cheng Shun d'un ton si calme qu'il en donnait des frissons. Tu devrais pouvoir gérer ça, non ? Cette fois, c'était au tour de Cheng Shun d'être complètement abasourdi. Il n'aurait jamais imaginé que ce jeune homme oserait lui demander une somme pareille. La situation s'était complètement retournée. Ces 10 milliards, Cheng Shun allait-il les payer, oui ou non ? Après avoir réglé ce bordel à l'hôtel, Ruilu a finalement réussi à s'obtenir 2 jours de congés payés. Non seulement il avait résolu la crise tout seul, mais il avait aussi réussi à racketter une énorme somme d'argent à la guilde. Des vacances Bénan en plus que méritées. Cependant, le regard de ses collègues avait clairement commencé à changer. Forcément, un type qui défonce une horde de monstres en solo, c'est difficile à expliquer. Mais il ne fallait absolument pas que la nouvelle de son second éveil fuite pour le moment. S'il se faisait repérer par un gros bonnet comme Bai Junwan, les ennuis allaient vraiment commencer. Le plus urgent, c'était de réparer le labyrinthe au plus vite. Sauf que les frais de réparation étaient juste exorbitants. Les frais de réparation de ce labyrinthe étaient vraiment exorbitants. Ça coûtait presque 2 mois de salaire. Ruilu a serré les dents et a quand même investi l'argent. Après tout, qui ne risque rien, n'a rien. Mais il n'a même pas eu le temps de souffler que Jiang Ye, du département de la surveillance, l'a appelé pile à ce moment-là. Elle avait l'air de le tenir et d'être sûre de son coup. Elle voulait profiter de ses vacances pour qu'il utilise ses compétences de détection afin de l'aider à retrouver quelqu'un. Mais Seo Yul ne marche pas dans ce genre de combine. En vacances, c'est en vacances. Alors, il ne fait de faveur à personne. Sans même la laisser finir sa phrase, il lui a raccroché au nez, laissant Yang Guio fulminer toute seule devant son portable. Pour économiser un peu d'or, Seo Yul a décidé de ne pas faire réapparaître les petits monstres du donjon. Après tout, s'il y avait un vrai problème, ce serait plus rapide qu'il s'en occupe lui-même. Mais cette Jiang Ye, c'est un vrai pot de colle, impossible de s'en débarrasser. Les appels s'enchaînaient et elle a même tenté de la pâter en lui proposant de lui payer du bœuf coréen. Elle a sorti le grand jeu allant jusqu'à se vanter d'être une beauté fatale. Seo Yul allait raccrocher, mais le dernier nom que Jiang Ye a balancé l'a fait complètement changer d'avis. Kang Tae-san, le légendaire éveillé de haut rang, était apparemment dans le coin. Et vu que c'était un gros bonnet de ce calibre, Seo Yul voulait le voir de ses propres yeux, histoire de voir à quel point il était balèze. Ce vieux Kang Tae-san avait une aura vraiment redoutable. Le coup qu'il venait de jouer allait faire s'effondrer toute la partie. Seo Yul, qui observait à côté, voyait tout très clairement. Même de loin, on pouvait la sentir, mais en l'observant de près, l'aura oppressante d'un éveillé de ce niveau. C'était pas de la rigolade. Mais si on ignorait cette aura rouge sombre, le vieux ressemblait à n'importe quel papy qui joue aux échecs au coin de la rue. Il n'y avait quasi aucune différence. Seo Yul s'en était rendu compte. Un autre vieil homme a demandé à Seo Yul s'il s'y connaissait aussi en Go, comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Il l'a aussitôt attrapé pour lui demander conseil,
Et Seo Yul ne s'est pas fait prier. Il a direct montré le point crucial pour retourner la partie. Au moment même où il a commencé à parler, son sixième sens s'est mis en alerte maximale. D'une simple pichenette, Kang Tae-san a projeté une pierre de Go qui, telle une balle de fusil, est venue s'encastrer profondément, dans le tronc d'un arbre. Là, Seo Yul a compris qui était le vieil homme en face de lui. C'était bien l'homme de la légende, l'un des 5 seuls chasseurs de rang S de Corée. Le maître d'armes, Kang Tae-san. N'importe quel objet dans ses mains pouvait devenir une arme mortelle. Kang Tae-san a alors déclaré avec un rictus qu'il se fichait des raisons pour lesquelles Seo Yul l'avait approché. Par contre, ce qu'il ne pouvait absolument pas tolérer, c'était le coup de merde que l'autre papy venait de jouer. C'était une véritable insulte au jeu de Go. La situation était à la fois comique et désespérante. Le plus grand souci de ce ponte légendaire, c'était cette partie foireuse. Kang Tae-san a dévisagé Seo Yul et lui a demandé s'il avait été envoyé par le département de la surveillance pour le pister. Seo Yul a sorti son portable sans se démonter, expliquant qu'il était juste un recruteur pour une équipe de secours. Ce vieux en avait vu d'autres, mais il n'avait jamais vu un jeune avec une telle répartie. Seo Yul, lui, n'était pas du tout impressionné. Il a même plaisanté en disant qu'être bourré de talent, c'était aussi un fardeau. Pendant ce face-à-face tendu, Jang Xie est enfin arrivée complètement essoufflée. Elle avait cherché Kang Tae-san jusqu'à en devenir folle et n'arrivait pas à croire que Seo Yul l'avait vraiment déniché. Jang Xie elle-même n'en revenait pas. Comment Seo Yul avait-il pu localiser un ponte que même le département de la surveillance n'arrivait pas à pister? Seo Yul a balayé la question d'un geste de la main, répondant que c'était tout simplement une question de talent. Pensant que sa mission était finie et qu'il allait enfin avoir son bœuf coréen, Seo Yul s'apprêtait à prendre la poudre d'escampette. Mais Kang Tae-san l'a soudainement arrêté, puisqu'ils bossaient tous les deux pour l'État. Le vieux n'avait visiblement aucune intention de le laisser filer. Il a ordonné à Seo Yul de le suivre, et là, les vraies emmerdes commençaient. Kang Tae-san a conduit Seo Yul jusqu'à cet immeuble. Il voulait voir par lui-même ce que ce gamin avait vraiment dans le ventre. Pour le vieux, chaque éveillé a ses limites, un plafond qu'il ne peut pas dépasser. Un rancé reste un rancé. Peu importe les efforts, impossible de s'en sortir. Mais ça, c'est juste l'algorithme du système. Kang Tae-san a dégainé son épée avec un rictus. Car les véritables arts martiaux sont une variable que le système est incapable de quantifier. Tant que l'on manie une arme avec la bonne technique, on peut libérer une force qui surpasse son rang. Voilà le secret qui lui a permis de devenir un rang S. L'épée dans la main de Kang Tae-san étincelait d'une lueur froide. Il a levé les yeux vers Seo Yul en hauteur, le vrai test commençait maintenant. Seo Yul se tenait dans le dojo ne pensant qu'à une seule chose, rentrer vite à la maison pour checker son donjon. C'est à ce moment précis que Kang Tae-san a soudainement interpellé Han Seok-woo dans l'assistance pour lui demander depuis combien de temps il s'entraînait. Et cet Han Seok-woo, ce n'était pas n'importe qui. Il était du département de la surveillance. L'un des rares chasseurs d'élite du département, il s'entraînait d'arrache-pied ici depuis 4 mois. Kang Tae-san a hoché la tête, disant que c'était une jeune recrue pleine de potentiel. Puis, il a dégainé nonchalamment son épée et a posé une question fatidique. De quoi a-t-on le plus besoin pour bien manier cette lame? Han Seok-woo n'a pas hésité une seconde. Il a crié que c'était la puissance brute et la maîtrise des compétences. Ça avait l'air de tenir la route, mais devant un cador comme Kang Tae-san, cette réponse était sûrement un peu trop naïve. Kang Tae-san est resté silencieux un instant, puis s'est tourné soudainement vers Seo Yul à côté de lui, voulant savoir ce que ce petit prétentieux avait à dire. Seo Yul n'a même pas réfléchi une seconde et a lâché du tac au tac. Le plus important, c'est la volonté de manier l'arme. Dès qu'il a dit ça, tout le monde est resté sur le cul. Ils pensaient du tous qu'il racontait n'importe quoi. Comparé à la réponse carrée d'Han Seok-woo juste avant, ça faisait vraiment réponse à l'arrache. Kang Tae-san a dévisagé Seo Yul et lui a demandé s'il se fichait de lui. Une réponse aussi désinvolte. Était-il vraiment sérieux? Seo Yul, imperturbable, a juste répondu « J'en suis certain ». Une attitude arrogante au plus haut point. Mais personne ne s'attendait à la suite. Soudain, Kang Tae-san a complètement changé de ton. Il a déclaré que même si ce gamin de Seo Yul était un prétentieux, il avait donné la bonne réponse. Cette fois, c'est Seo Yul qui est tombé des nues. Il a juste pu marmonner un « merci » gêné. À côté, Han Seok-woo était prêt à exploser. Il a complètement pété un câble. Il a pointé Seo Yul du doigt devant tout le monde en hurlant que ce type n'était même pas un apprenti, alors comment osait-il recevoir l'approbation du maître? Seo Yul, à côté, avait l'air complètement blasé. Il pensait, c'est juste une question, pas la peine de s'énerver comme ça. Kang Tae-san, lui, est resté très calme. Il a dit que du moment qu'on est de qualifié, n'importe qui avait sa place ici. Et puisque tout le monde était sceptique, autant organiser un test pour prouver par la force qui avait raison.
Seokwu a accepté sans une seconde d'hésitation. Seoyul, par contre, a tenté de s'éclipser, genre « Non merci, trop chiant pour moi ». Mais la phrase que Kang Tae-san a prononcée ensuite a plongé la salle dans un silence de mort. Il a annoncé que celui qui passerait le test deviendrait le disciple personnel du chasseur de rang S. C'était l'opportunité d'une vie, celle dont tout le monde rêvait. Est-ce que Seo-yul pouvait encore se défiler après ça? Ce coup de la part de Kang Tae-san était vraiment astucieux. Il savait que pour ces chasseurs, une chance de devenir quelqu'un du jour au lendemain, c'est plus efficace que n'importe quoi. Il a fixé Rilu et lui a demandé « Alors gamin, ça te motive maintenant ?» Rilu est resté silencieux un moment. Lui qui voulait partir s'est immobilisé. Il a serré les poings avec force. Cette fois, ça ne rigolait plus. Rilu s'est retourné en souriant. Il a dit que cette motivation était plus que suffisante. On dirait que pour ce test, Rilu allait vraiment passer aux choses sérieuses. Jiang Taishan a annoncé les règles devant tout le monde. C'est simple, utilisez la technique qu'il leur a enseignée pour briser la pierre des terres devant eux. Le gagnant deviendra son disciple direct. Rilu savait très bien que ce genre de roche ne pouvait être brisé que par un éveillé de haut niveau. Mais il n'avait jamais entendu parler de la technique du vieil homme. C'était sa seule chance de renverser la situation. Au diable le reste! Rilu a fermement empoigné son arme. Cette fois, il devait gagner à tout prix. Jiang Taishan a pris la parole d'un ton glacial. « Je vais maintenant vous transmettre la compétence. Si vous ne la sentez pas, alors vous pouvez plier bagages et déguerpir. » Sur cet ordre du vieil homme, le véritable test a commencé. Une aura de combat terrifiante a explosé en un instant. Le système a directement affiché une alerte. C'était la puissance d'un maître d'armes ultime. Rilu avait l'impression qu'il allait se faire écraser. Ce n'était pas une transmission, c'était une tentative de meurtre. Au moment où il était sur le point de craquer, dans cette lueur rouge, il a réussi à distinguer la véritable nature de la technique. En une fraction de seconde, dans sa vision, il a clairement vu la lance brillante. Les notifications du système se sont mises à pleuvoir. Il venait de maîtriser la lance du roi dragon. Jiang Taishan regardait les jeunes devant lui avec un sourire narquois. À voir vos têtes, vous semblez qualifiés. Autour d'eux, les autres s'étaient déjà tous effondrés. Soit ils n'avaient rien senti du tout, et soit ils avaient été directement écrasés par l'aura de combat. Jiang Taishan s'est caressé la barbe, un regard féroce dans les yeux. Puisque vous deux avez tenu le coup, et qui veut commencer à prouver sa valeur? Face à cette provocation, Rilu s'ennuyait au point de vouloir bâiller. Il avait entendu ce genre de baratin bien trop souvent. Avant même que Rilu puisse répondre, Han Chiu s'est avancé. Il a pointé Rilu du doigt et s'est mis à l'insulter, le traitant de déchet de rang dépistonné. Il n'a même pas le droit d'être ici. Mais il faut avouer que le type avait un certain talent. Il a dégainé son épée lourde et toute sa puissance a explosé en un instant. Il a balancé un coup de toutes ses forces sur la pierre des terres. Avec un boom retentissant, la roche incroyablement dure a volé en éclats. Tout le monde était bluffé par ce coup d'épée. Là, ça devenait compliqué. Si Rilu ne montrait pas quelque chose d'encore plus impressionnant, ça allait mal se terminer pour lui aujourd'hui. Sur le côté, Jiang Taishan a légèrement hoché la tête. Apparemment, ce gamin avait vraiment saisi l'essence de l'épée du roi dragon. En quittant la zone, Han Chiu a bousculé Rilu intentionnellement, le traitant d'insolent qui voulait voler la vedette à ses aînés. Mais Rilu n'était pas du genre à se laisser faire. Il a répliqué avec un sourire froid, « Si on doit passer sa vie à marcher sur des œufs, à quoi bon ?» Alors que les deux étaient sur le point de s'engueuler, Jiang Taishan les a interrompus. « Ça suffit, arrêtez de vous regarder en chien de faïence. » Il a pointé la zone de test. « Au suivant, c'est à ton tour. » Rilu a empoigné sa lance et s'est avancé. Il savait très bien que la puissance du type d'avant était impressionnante, mais ce test n'était pas qu'une simple question de force brute. Puisque le vieil homme avait validé sa réponse, c'était le moment de le prouver. Pourquoi prendre les armes ? Voilà la réponse la plus ferme qu'il pouvait donner. En réalité, la réponse était décidée depuis longtemps. Si Rilu a pris les armes, c'est parce qu'il voulait devenir comme la personne qu'il avait sauvée autrefois. Il voulait que ceux qui sont plongés dans le désespoir puissent ressentir l'espoir qu'il avait lui-même ressenti. C'est pour ça qu'il est devenu un chasseur. Mais pour atteindre cet objectif, il était encore loin d'être assez fort, il devait devenir plus fort, assez fort pour pouvoir tout protéger. Et à cet instant précis, toute la puissance de Rilu est entrée en ébullition. La lance dans sa main a émis une lueur rouge sans précédent. Au moment où il a déclenché les stocks du cœur du roi dragon, le terrain de test tout entier a failli être soufflé par cette énergie. Après le coup de Rilu, un silence de mort s'est abattu sur l'assemblée. Han Chiu, qui faisait le malin juste avant, était maintenant tellement terrifié qu'il n'arrivait même plus à aligner deux mots.
Rilu s'est approché, la lance sur l'épaule et a lancé avec un sourire moqueur « Désolé Senpai, on dirait que cette place est pour moi ». Jiang Taishan observait le jeune homme. Il a dit d'un ton grave « Les armes et les compétences ne sont que des outils. Ce n'est qu'en se connaissant vraiment soi-même qu'on peut libérer sa plus grande force ». Ensuite, Jiang Taishan a annoncé publiquement « Gamin, à partir d'aujourd'hui, tu es mon disciple ». Un léger sourire s'est dessiné sur les lèvres de Rilu qui a murmuré un « merci ». La foule a éclaté en acclamations. Qui aurait cru que ce Randé, méprisé de tous, deviendrait réellement le disciple direct de Jiang Taishan? Yangshi était coincé dans une ruelle sombre. Le chef du groupe lui tenait fermement les cheveux, le ton plein de menaces. Il lui a dit « Voilà ce qu'il en coûte de ne pas obéir ». À côté, la fille blonde jouait les hypocrites, se moquant de Yangshi pour s'être mêlé de ce qui ne le regardait pas et de s'être mis dans un tel pétrin pour aider un ami. Le groupe devenait de plus en plus odieux. Il se fichait complètement de savoir si Yangshi vivait ou mourait, trouvant son sens de la justice ridiculement naïf. Park Jong-tae s'est approché avec un rictus. Il lui a annoncé une nouvelle qui a plongé Yangshi dans le désespoir. L'ami qu'il essayait de protéger était tombé du toit et avait été transporté à l'hôpital. Maintenant, Yangshi était complètement seul et sans défense. Il n'y avait personne autour pour l'aider. Ces démons n'avaient clairement pas l'intention de s'arrêter là. Park Jong-tae était un vrai taré. En voyant Yangshi à terre, non seulement il n'a pas arrêté, mais ce regard obstiné lui a donné encore plus envie de le frapper. Alors que Yangshi perdait conscience sous les coups, un homme aux cheveux blancs s'est approché. Qui aurait cru que ce complice, surnommé Jeune Maître, était en fait un chasseur de techniques secrètes? Gugen s'est plaint de son arrivée tardive, tout en ordonnant à ses sbires de bien surveiller Yangshi pour qu'il ne s'échappe pas. Puis, il s'est tourné vers le chasseur et a demandé « Où est-ce qu'on va maintenant ?» La réponse du chasseur faisait froid dans le dos. Il a dit « Puisqu'on veut s'amuser, il faut trouver un endroit sans personne pour pouvoir y aller à fond. » À ce moment-là, une étrange barrière de lumière violette a soudainement enveloppé tout le bâtiment. Là, ça sentait vraiment le roussi. L'endroit était devenu une zone de non-droit d'où personne ne pouvait s'échapper. Pendant ce temps, Rilu était devenu une vraie célébrité, le disciple d'un cador de rang S. Gengui, à côté, était mort de jalousie. Le maître l'avait autorisé à choisir n'importe quelle arme, un traitement de roi, vraiment. Cependant, Gengui était un peu perplexe. Avec tous ces trésors, pourquoi Rilu avait-il choisi une lance toute simple? Est-ce que ce truc allait vraiment suffire? Rilu a souri sans rien dire. Cette lance évolutive est peut-être bas level pour le moment, mais son vrai point fort, c'est qu'elle évolue en suivant la volonté de son maître. Pour lui, c'est l'arme rêvée, y a pas mieux. Après une journée de dingue, Ruilu était sur le point de débaucher, mais avant même d'atteindre la porte, il a entendu un boucan pas possible. Un gars de l'équipe de secours se prenait la tête avec le garde. Il voulait à tout prix forcer le passage pour trouver Ruilu. Le chef d'équipe a dit que son téléphone ne répondait pas et que la situation était ultra urgente. On dirait bien que les heures sup sont inévitables. Le type de l'équipe de secours lève la tête et tombe pile sur Ruilu. Là c'est sûr, ça va partir en cacahuète. Le mec du sauvetage fonce sur lui comme un taré, attrape Ruilu par le col, la voix tremblante. Il lui annonce que Yeon-hee a des ennuis. Avant que Ruilu ait le temps de capter, le type lâche le morceau en pleurant. Yeon-hee s'est fait enlever de force par cette bande de connards qu'on appelle les sacs jaunes. En entendant ce nom, Ruilu se fige sur place. Son aura d'habitude si calme devient subitement terrifiante. Il demande, en détachant chaque syllabe, « Tu as dit qui l'a enlevé ?» Là, ça va vraiment barder. Ceux qui connaissent Ruilu savent que quand il fait cette tête, quelqu'un va passer un très très sale quart d'heure. Cette bande de tarés est complètement folle. Pour tester la puissance de Ruilu, ils ont carrément osé utiliser une vie humaine comme appât. Yeon-hee est fermement maintenue, incapable de se débattre. Elle ne peut que regarder, impuissante, alors qu'on la pousse vers les profondeurs. Puis Jin-tae ricane et dit « T'inquiète, les monstres ici sont faibles. » C'est l'occasion parfaite de voir si ce fameux Ruilu est à la hauteur. À cet instant précis, Yeon-hee est balancée violemment. Cette bande de salauds n'a aucune intention de la sauver. La situation est complètement hors de contrôle. Yeon-hee court pour sauver sa peau. Elle sait que si elle ne s'échappe pas, c'est la fin. Elle est projetée lourdement au sol et appelle à l'aide de toutes ses forces. Mais ces types s'en fichent complètement. Ils se moquent même d'elle en disant que crier ne sert à rien. Le chasseur d'élite ricane « Ne gaspille pas ta salive, à part nous, Sid. » Il n'y a personne d'autre. Mais à peine a-t-il fini sa phrase qu'il sent que quelque chose cloche. Une aura glaciale et sinistre émane des profondeurs de la forêt. Et elle approche à toute vitesse. La blonde n'a même pas le temps de réagir. On n'avait pas dit que les monstres ici étaient bien faibles? D'où vient cette pression écrasante? Et à cet instant précis, le véritable danger explose. Personne n'a rien vu venir, mais des cris d'agonie résonnent déjà dans toute la forêt. Cette fois, ils sont vraiment dans la merde. Les chasseurs sont devenus les proies. C'est la cata. Personne ne s'attendait
à ça. Qu'un aigle d'art puisse apparaître dans un endroit pareil. Le chasseur se place en première ligne et crie aux autres de dégager. Et à ce moment critique, Ruilu, lui, est étrangement calme. Il se tient sur le cadavre d'un monstre tout en remerciant son interlocuteur au téléphone. D'une voix glaciale, il demande « C'est toi qui as dit au patron ?» Où se trouvait Yeon-hee? À l'autre bout du fil, Jang Jong-myung tire tranquillement sur sa clope. Il explique qu'il ne faisait que traiter un rapport de disparition. Rien de plus. Mais c'est clair que ce n'est pas si simple. Jang Jong-myung finit par prévenir Ruilu. « Je ne sais pas pourquoi tu tiens absolument à y aller seul. Mais fais gaffe quand même. La vraie partie ne fait que commencer. » Ruilu répond froidement au téléphone. « C'est maintenant que tu commences à t'inquiéter? C'est pas un peu tard ?» Il raccroche et contemple la forêt brumeuse qui s'étend devant lui, ce genre d'endroit paumé. Il ne voudrait plus jamais y remettre les pieds. C'est la fameuse zone jaune. Depuis que le donjon est devenu hors de contrôle, tout le secteur a été bouclé. C'est devenu un no man's land où personne n'ose s'aventurer. Même si les monstres ne sont pas très costauds individuellement, ils sont hyper rusés et leur nombre est juste hallucinant. Un type normal ne tiendrait pas longtemps ici. Ruilu écrase la tête d'un monstre d'un coup de pied. Pour lui, ces bestioles sont encore plus faibles que des gobelins. Le temps presse. Il doit sauver Yeon-hee au plus vite avant que la situation ne dégénère complètement. Depuis qu'il a mis un pied dans cette forêt, ces saletés n'ont pas arrêté une seconde. En voyant des aigles d'ars à perte de vue, Ruilu ne ressent que de l'impatience. D'un simple geste de la main, le système commence immédiatement à générer sa lance. Il s'adresse froidement au monstre. « Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Puisque vous voulez vous battre, autant y aller franco. Ramenez tous les potes que vous pouvez appeler. » À peine a-t-il dit ça que les buissons alentours se mettent à trembler comme des fous. D'innombrables yeux rouges s'allument dans l'obscurité. Il y en a tellement que ça donne la chair de poule. En voyant cette marée de monstres, Ruilu esquisse un sourire glacial. « On dirait que vous avez ramené du monde, hein? Ça va être marrant. Le vrai nettoyage ne fait que commencer. » La situation commence à déraper. Ruilu se déplace à une vitesse folle à travers la horde, mais même s'il est ultra rapide, l'interface du système affiche un avertissement. Le nombre de monstres dans le labyrinthe chute à une vitesse alarmante. S'il continue comme ça, le labyrinthe entier va s'effondrer à cause du déséquilibre. Et là, personne ne s'en sortira vivant. Mais il y a encore un nombre incalculable d'aigles d'art. Avec juste son arme, impossible de faire le ménage en si peu de temps. Vu que c'est comme ça, il ne lui reste plus qu'à utiliser sa dernière carte. Ruilu s'arrête et une lumière bleue éblouissante se concentre dans ses mains. Il regarde la masse compacte de monstres autour de lui. Il leur demande avec un rictus « Vous aimez jouer dans l'eau ?» Ultime étape. Ruilu prend une impulsion puissante dans les airs et le vortex bleu à ses pieds s'étend en un instant. L'énergie a atteint son maximum, il hurle puissance maximale. Et un rayon de lumière bleue aveuglante fonce droit vers le sol comme pour transpercer la terre entière. Les monstres au sol n'ont même pas le temps de réagir. Ils ne comprennent rien à ce qu'il se passe. Ils ne peuvent que regarder, impuissants, une énorme crevasse s'ouvrir soudainement sous leurs pattes. Juste après, un torrent d'eau de mer infinie jaillit et déferle sur tout le champ de bataille en un instant. La horde de monstres, si arrogante il y a une seconde, est complètement submergée par les vagues géantes. La situation s'est complètement retournée. Face à cette puissance terrifiante, ils n'ont même pas eu la chance de s'enfuir. En voyant le sol jonché de cadavres de monstres, Ruilu ne se sent pas du tout soulagé. Au contraire, il a le cœur qui saigne. Réparer ce fichu labyrinthe là va encore lui coûter une fortune. Toutes ces pièces d'or vont y passer. Voilà pourquoi il ne voulait pas utiliser cette technique. Le prix à payer est bien trop élevé. Il dissipe son énergie, résigné. Le calme est enfin revenu. Mais à l'autre bout du labyrinthe, c'est une toute autre histoire. Une petite équipe se fait courser par des monstres et en prend plein la gueule. Pujintae a tellement crié qu'il en est aphone. Mais jusqu'à quand ces saloperies vont nous poursuivre? Il se met à engueuler le chasseur d'élite à côté de lui, l'insultant d'être incapable de gérer quelques bestioles et le traitant de bon à rien. Tout le monde était acculé. Les conflits internes ont complètement éclaté, ils s'engueulaient à n'en plus finir, et personne n'a capté que le vrai danger se cachait juste derrière. Et là, c'est le bordel complet. Un des leurs se fait défoncer en une seconde par un monstre. L'équipe avait à peine commencé à cavaler qu'un mec était déjà au tapis. Et pour couronner le tout, le chemin devant eux est bloqué. Un aigle épineux géant les fixait sans ciller. Ses yeux injectés de sang filèrent la chair de poule. Park Jong-tae, lui, commençait à péter un câble. Il s'est mis à gueuler sur le chasseur de rambé juste devant, lui hurlant de trouver une solution pour faire le ménage, et vite. Mais il y avait bien trop de monstres, c'était impossible de tous les buter. Alors que le monstre était sur le point de bondir, Park Jong-tae a complètement pété les plombs. Pour sauver sa propre peau, il a carrément attrapé Yeon-hee par les cheveux et l'a balancé sans pitié dans la gueule de la bête.
Se servir de Yeon-hee comme bouclier à un moment pareil, ce mec n'a plus aucune once d'humanité. Park Jong-tae, complètement flippé, demande à tue-tête qui était la personne qui vient d'arriver. L'arme qu'il tient en main commence à se charger. Apparemment, cette bande de mecs, ce sont les enfoirés qui ont enlevé Yeon-hee. Seo-yul lui répond d'un ton glacial « Je suis un chasseur du bureau, espèce de merdeux ». En voyant son sauveur, Yeon-hee s'est jeté directement dans les bras de Seo-yul. Tout en la réconfortant, il fusillait du regard l'homme en face de lui. La situation vient de se retourner complètement. Park Jong-tae tente une dernière manœuvre désespérée, hurlant qu'il paiera Seo-yul pour qu'il l'aide à s'enfuir. Yeon-hee tire Seo-yul par le bras, lui disant d'ignorer ce genre de type et de quitter ce bourbier au plus vite. Mais Seo-yul lui murmure doucement « Désolé ». Puis il l'endort d'un seul coup. Il ne veut pas que cette fille voie le bain de sang qui s'annonce. Cette fois, Park Jong-tae est en panique totale. Il lui demande en bafouillant ce qu'il compte faire. Seo-yul rétorque avec un ricanement. « À ton avis, qu'est-ce que je vais faire ?» Le vrai règlement de compte ne fait que commencer. Park Jong-tae continue de brailler dans son coin, demandant à Seo-yul s'il sait à qui il a affaire et tente même de brandir le nom de son père, un grand juge, pour impressionner le chasseur. Seo-yul se contente de ricaner. Il balance direct son nom complet, Park Jong-tae. Une pourriture qui utilise le fric pour étouffer tous ses crimes. Harcèlement scolaire, conduite en état d'ivresse, et j'en passe. Toutes ces casseroles, Seo-yul les connaît par cœur. Park Jong-tae, piqué au vif, devient fou de rage et le provoque, lui demandant ce qu'il compte bien lui faire. Sauf qu'il n'a même pas le temps de finir sa phrase, que Seo-yul lui balance une droite en pleine figure. Ce coup de poing, c'est pour toutes les victimes. Park Jong-tae se ramasse par terre et Seo-yul le domine du regard. Puisque tu penses qu'il est en retour que le fric peut tout régler, alors maintenant, tu comptes payer combien pour sauver ta peau? Mais Seo-yul n'en a rien à carrer de son baratin. À ses yeux, les types comme Park Jong-tae ne sont que de la vermine. Et alors qu'il s'apprête à éliminer définitivement cette ordure, un invité surprise fait son apparition. Une lueur protectrice jaillit et l'attaque de Seo-yul est bloquée net. Le nouveau venu n'est autre que le chasseur de rang B. Il ne se contente pas de sauver Park Jong-tae, il fixe aussi Seo-yul d'un regard glacial, comme s'il regardait un homme déjà mort. Park Jong-tae, de son côté, est comme un fou. Il se met à hurler, mais le chasseur de rang B n'a pas l'intention de perdre son temps en paroles. Il brandit son arme et contre-attaque directement, hurlant qu'il va faire la peau à Seo-yul. Là, les choses se corsent. Le vrai danger ne fait que commencer. Le chasseur de rang B pensait pouvoir se débarrasser de Seo-yul les doigts dans le nez. Sauf que dès le début du combat, la situation a complètement dérapé. Seo-yul le fixe d'un air glacial. À la base, il voulait juste lui donner une petite leçon. Mais puisque c'est l'autre qui a cherché à tuer en premier, plus besoin de prendre des gants. D'un mouvement de son bâton, l'aura de Seo-yul explose complètement. Chaque coup vise un point vital, ne laissant aucune chance à son adversaire de souffler. Le chasseur de rang B est maintenant complètement abasourdi. En principe, les chasseurs du bureau sont tout au plus d'un niveau moyen. Mais la puissance du jeune homme en face de lui est complètement délirante. Il est en train de se faire acculer, pas à pas, par un parfait inconnu. Ça défie toute logique. Le chasseur de rang B commence à avoir les chocottes. Mais d'où sort ce type, bon sang? Cette fois, il est vraiment tombé sur un os. Le chasseur de rang B continue de calculer dans sa tête. Il se dit que Seo-yul manie une arme longue et que s'il arrive à l'atteindre au corps à corps, l'autre ne pourra plus rien faire. Il fonce en avant de toutes ses forces, espérant profiter de la confusion pour porter un coup fatal à Seo-yul. Mais il n'a pas du tout réalisé que c'était précisément le piège tendu par ce dernier. Seo-yul ricane. Puisque tu tiens tant à te battre au corps à corps, je n'ai plus besoin de mon arme. Au moment précis où le chasseur de rang B lui fonce dessus, Seo-yul lâche son long bâton et lui envoie un crochet dévastateur en plein visage. La puissance du coup est phénoménale. Le chasseur de rang B est projeté à plusieurs mètres. Jusqu'à sa mort, il n'aurait jamais imaginé que l'arme la plus puissante de Seo-yul était en fait ses propres poings. Le chasseur de rang B est complètement mis KO par ce seul coup. Il reste au sol sans bouger un cil. À côté, Park Jong-tae pète complètement un plomb. Il se met à déverser un torrent d'insultes sur le chasseur, lui demandant s'il a payé pour avoir son rang. Seo-yul lui-même est surpris en entendant ça. Alors comme ça, c'était un rang B. Il faut croire que Farmer des monstres comme un malade ces derniers des temps l'a rendu bien plus fort. Son niveau actuel surpasse déjà de loin celui du chasseur de rang B. Devant ce spectacle ridicule, Seo-yul ne peut s'empêcher de ricaner. Ça suffit à rendre Park Jong-tae complètement fou de rage, tel un clown pathétique. Il ramasse une pierre par terre et la lui jette tout en continuant de brailler des insultes. Face à cette rage impuissante, Seo-yul n'a même pas la peine de bouger. Il veut voir ce que ce type peut encore inventer. Seo-yul n'a aucune intention de s'arrêter.
D'un coup de bâton, il envoie Park Jong-tae valdinguer. Voyant l'état lamentable de son adversaire, Seo-yul lui demande froidement « Jamais pris une telle raclée, hein? Les gens que tu as harcelés, eux, ont eu bien plus mal que toi en ce moment. » Mais Park Jong-tae, loin de se remettre en question, se met à hurler de manière hystérique. Il pense que ce monde n'est que la loi du plus fort. Si t'as du talent, tu n'as qu'à te faire du fric et du pouvoir. Pourquoi devrait-il payer pour les autres? Cette mentalité finit de convaincre Seo-yul. Ce genre d'ordure irrécupérable ne mérite tout simplement pas de vivre sur cette terre. Seo-yul s'approche pas à pas, son ton est d'un calme à glacer le sang. Il dit qu'il n'a pas la patience de torturer une ordure à petit feu. Il va donc opter pour la solution la plus radicale. Seo-yul, portant Yeon-hee toujours inconsciente, s'enfonce dans les profondeurs de la forêt sans un regard en arrière, laissant juste une dernière phrase à Park Jong-tae. Il va le laisser en pâture aux bêtes affamées de la forêt. Là, Park Jong-tae est en panique totale. Il s'effondre sur le sol et recule désespérément. Mais dans les ténèbres, plusieurs paires d'yeux brillants le fixent déjà. Une meute de loups géants se jette sur lui. Park Jong-tae continue de hurler, complètement hystérique. Il continue même de proférer des insultes, mais ce sont ses derniers mots. La meute de loups le submerge en un instant. Bientôt, il ne reste plus dans la forêt que des hurlements déchirants. Voilà le prix à payer pour ces conneries. Ri-wil ne s'arrête pas. Pour lui, cette ordure ne mérite aucune pitié. Le plus important maintenant, c'est de sortir Yeon-hee de ce trou à rats. L'affaire de kidnapping qui a fait tant de bruit est enfin de l'histoire ancienne. Yeon-hee est rentré saine et sauve auprès de sa famille. Tout semble aller pour le mieux. Il a été prouvé que les taupes du département de gestion qui ont filé un coup de main à Bujinte ont toutes été coffrées. Les jours à venir risquent d'être agités. Et comme prévu, l'affaire a vite fait le tour des médias et la pression de l'opinion publique était monumentale. Finalement, même le juge en chef Boo Beom-jin a dû démissionner la queue entre les jambes. Ri-wil pensait pouvoir souffler quelques jours, mais il n'a même pas eu le temps de reprendre son souffle. Qu'une nouvelle notification est apparue. On dirait que les ennuis reviennent à la charge. Le système lui a balancé une nouvelle mission. La mission, éliminer le chef de l'essaim, Pong-gu, en moins de 30 jours. Autant dire que ce ne sera pas une partie de plaisir. Ri-wil s'est tout de suite souvenu. Il avait déjà croisé ce gros bestiau en quittant le district de Hwangdae. Pas moyen d'y échapper cette fois. Ce type, en tant que boss de l'essaim, est entouré d'une nuée de gardes. Tenter de lui faire sa fête au milieu de cette armée, c'est une mission quasi impossible. Mais loin de décourager Ri-wil, ça l'a carrément excité. Il a fixé l'objectif de la mission, le ton plein de détermination. Il a dit que cette proie, elle était pour lui. Si de simples frelons géants peuvent démolir un labyrinthe, la puissance du chef Pong-gu doit être encore plus terrifiante. C'est clairement un adversaire coriace, mais Ri-wil n'a pas de temps à perdre. Il a balancé une excuse bidon et s'apprêtait à se barrer. Lee-han a bien tenté de le retenir avec un dossier pour qu'il finisse son boulot, mais Ri-wil ne l'a même pas calculé. Il a poussé la porte et a filé. Il ne reste plus qu'un mois et le territoire de l'essaim continue de s'étendre. Ri-wil en est bien conscient. Il sait très bien qu'il n'est pas encore assez fort. Pour faire face à la bataille qui s'annonce, il doit être fin prêt avant la date limite. Et le voilà déjà à son nouveau lieu d'entraînement. Les choses sérieuses commencent maintenant. Pour une fois, Ri-wil est arrivé le premier. Il regarde Kang Tae-san droit dans les yeux. Sans prendre de gants, il prend les devants et lui fait remarquer qu'il est en retard. Mais Kang Tae-san ne se vexe même pas. Il invite Ri-wil à entrer. Son ton est empreint d'une autorité qui n'admet aucune réplique. Puisque tout le monde est là, l'entraînement spécial commence officiellement. Ri-wil n'en croit pas ses oreilles. Le voilà devenu disciple direct. Kang Tae-san le calme direct, lui rappelant de ne pas se réjouir trop vite. Tu as 2 aînés au-dessus de toi. L'entraînement qui t'attend, ça va être une autre paire de manches. Tout en parlant, le petit groupe s'arrête. Kang Tae-san pointe devant lui et dit « C'est ici ». Ri-wil le sait au fond de lui. Le vrai test ne fait que commencer. Jeonsu est déjà prêt. Kang Tae-san hoche légèrement la tête, l'air de dire qu'il a bien bossé. Puis, une énorme mâchoire de monstre apparaît devant eux. Kang Tae-san annonce d'un ton grave « Ce sont les restes d'un golem de fer. C'est aussi le premier monstre qui a failli me coûter la peau. » Et la mission de Ri-wil cette fois, c'est de la maîtriser complètement. À peine ces mots prononcés, Kang Tae-san déploie une force phénoménale. Une aura surpuissante explose instantanément. En voyant ça, Ri-wil n'a qu'une seule pensée. Ce vieux débris en a encore sacrément sous le capot. Cette démonstration de force de Kang Tae-san laisse Geun-soo juste à côté, bouche bée. Ce corps est carrément fait d'acier. Kang Tae-san se retourne. Il fait signe à Ri-wil d'essayer à son tour. Ri-wil accepte sans hésiter. Il est plutôt confiant. Après tout, ce n'est pas un chasseur de secrets pour rien. Même s'il n'arrive pas au niveau du maître, il devrait au moins pouvoir la bouger un peu, non? Mais quand il s'y met pour de bon, en utilisant toute sa force, la situation lui échappe complètement. Kang Tae-san observe, un brin surpris.
Je ne m'attendais pas à ce que ça ne bouge pas d'un poil. Riwil est complètement sur le cul. La difficulté de cet entraînement dépasse tout ce qu'il avait imaginé. Kang Tae-san met les points sur les i. Si tu n'arrives pas à ouvrir cette mâchoire de monstre, tu peux faire une croix sur la suite de l'entraînement. Riwil s'acharne, mais à côté, le regard de Jeonsu est glacial. Pour lui, Riwil n'est qu'un pistonné. Ça fait 2 ans qu'il est dans l'association et il a bossé plus dur que n'importe qui pour décrocher cette place de disciple direct. Et au final, ce n'est pas lui, le chasseur de secrets, qui a eu le poste, mais un bleu qui débarque de l'administratif. Plus Jeonsu y pense, plus il a la rage. Où est la justice dans ce bas monde? C'est à ce moment-là qu'une voix l'interpelle par derrière, Yang Gunsu Senpai. Bonjour? Ah, ça sent le roussi. La tension en interne est de plus en plus palpable. Riwil prend les devants pour le saluer en le taquinant sur sa 2e place du jour. Il lui suggère même de lui parler plus familièrement, vu qu'il est le plus jeune. Mais Jeonsu, l'air grave, lui balance que lui, Riwil, en tant que disciple direct, en fait beaucoup trop, ce qui met la pression aux autres. Et en voyant Riwil balayer le dojo lui-même, Jeonsu finit par craquer. Il lui demande d'arrêter de se mêler de ses corvées à l'avenir. Riwil s'arrête, son ton se fait un peu moqueur. Alors comme ça, ici, même pour faire le ménage, il y a une hiérarchie. Il fixe Jeonsu droit dans les yeux et dit « Quand j'ai le temps, je fais ce que je veux. Mon statut de disciple direct n'est pas une excuse pour refiler le sale boulot aux autres. Après tout, on est tous là pour devenir plus forts, pas vrai ?» Suite à ces paroles, l'ambiance est devenue glaciale. Le conflit entre leurs 2 visions des choses est désormais sur la table. Jeonsu regarde Riwil avec une seule pensée en tête. Plus je le vois, plus ce mec me sort par les yeux. Pendant 2 semaines entières, Riwil, chaque jour sans exception, s'est pointé au dojo, s'entraînant plus tard que tout le monde comme un forcené. Ce qui frustrait encore plus Jeonsu, c'est que Riwil, bien que disciple direct, ne prenait jamais les gens de haut et arrivait même à s'entendre avec tout le monde. Cette perfection, sans la moindre faille, rendait Jeonsu encore plus dingue. Parce qu'au fond, il savait très bien que Riwil était exactement la personne qu'il avait toujours rêvé d'être. C'est à ce moment-là qu'un bruit métallique lourd retentit dans le dojo. Riwil avait vraiment réussi à ouvrir cette fichue mâchoire de monstre, ça craint. La vitesse de progression de ce pistonné est complètement hors de contrôle. Riwil venait de terminer une session d'entraînement de malade. Haletant, il se dit qu'il y était presque, qu'un rien suffisait pour en finir une bonne fois pour toutes. Et c'est à ce moment-là, Jeonwoo s'approche et lui tend une gourde d'eau. Et miracle, pour la première fois, il change de ton et conseille à son frérot Seo-yul de ne pas forcer sur l'entraînement. En entendant ça, Seo-yul ne peut s'empêcher de sourire, ça faisait si longtemps qu'il attendait ça. Ce gars avait enfin daigné mettre sa fierté de côté et l'appelait frère. Leur relation commençait à peine à s'apaiser quand, au loin, une corne de brume retentit soudainement. Le son grave résonne dans tout le dojo. Jeonwoo reconnaît immédiatement, c'est le signal de départ de la guilde Transcendance. Apparemment, ils partent à l'assaut d'un donjon voisin aujourd'hui. Seo-yul est un peu surpris. Une mission en pleine nuit, mais Jeonwoo, lui, reste super calme et explique que cette guilde a tellement de membres qu'ils bossent non-stop, jour et nuit. En voyant Jeonwoo débiter tout ça comme s'il y était, Seo-yul ne peut s'empêcher de remarquer « Dis donc, t'en connais un rayon, toi ?» Jeonwoo marque une pause, puis lâche « C'est parce que j'étais dans cette guilde avant. » Ah, ça devient intéressant. Ce Jeonwoo, qui avait l'air si banal, cachait en fait un sacré passé. Pendant ce temps, dans une forêt silencieuse, un portail de téléportation s'ouvre brusquement. Plusieurs soldats lourdement armés en sortent, escortant un énorme conteneur. La mission s'est déroulée encore mieux que prévu, c'était même étonnamment rapide. Ils ont réussi à capturer un orque sanguinaire, une créature extrêmement rare. Dans l'équipe, quelqu'un murmure « Capturer des monstres en secret comme ça, c'est vraiment légal ?» Le soldat en chef ricane. « Cette bestiole vaut au moins 12 milliards. Notre paix dépend entièrement du bon prix qu'on en tirera. » Et alors que cette bande de bras cassés rêve déjà de richesse ? Personne n'a remarqué que le bestiau dans le conteneur a déjà ouvert les yeux et les fixe droit dans la nuque. Ça sent le roussi. Ces mecs avides qui risquent leur peau pour du fric risquent de ne même pas avoir le temps de le dépenser. Pendant ce temps, les soldats continuent de se plaindre. Ils trouvent que le collier looté sur ce genre de sous-fifre est trop crade et ne vaut rien, alors ils le balancent sans y penser. Mais ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que l'orque sanguinaire derrière eux est complètement déchaîné. Alors qu'ils continuent de rigoler, la faucheuse se tient déjà dans leur dos. Au même moment, en ville, la mission est terminée avec succès. Seo-yul s'apprête à partir directement pour l'association des arts martiaux, mais Lisanne l'intercepte, lui disant que ce n'est pas tous les jours qu'ils sont tous réunis. On doit au moins aller manger un morceau ensemble. Mais Seo-yul s'en va sans même se retourner. Pour lui, chaque seconde est précieuse et il n'a pas de temps à perdre à table. Intéressant.
Si Seo Yul est si pressé d'aller à l'association, c'est sûrement pour quelque chose d'important. Mais Seo Yul fait un geste de la main et explique que le maître n'est pas là aujourd'hui et qu'il doit retourner au dojo pour superviser l'entraînement des élèves. Mais avant qu'il ait pu s'éloigner, son communicateur d'uniforme se met à hurler. Une alerte stridente retentit et tous les canaux diffusent des appels à l'aide désespérés. On annonce qu'un boss 3 étoiles, transporté illégalement, s'est libéré de ses chaînes et est devenu complètement fou. Seo Yul s'arrête net. La voix dans la radio devient de plus en plus paniquée. Et le lieu de l'incident n'est autre que l'association des arts martiaux. À cet instant, le QG de l'association n'est plus qu'un champ de ruines. Des cris de détresse et des hurlements de douleur résonnent de partout. Personne n'aurait imaginé que ce terrible orc apparaîtrait en plein centre-ville. C'est le chaos total. L'association des arts martiaux est tombée. John Woo, couvert de sang, se dresse courageusement devant les jeunes élèves pour les protéger. Il leur hurle « Barrez-vous, fuyez, on ne peut plus tenir ici !» Une petite fille, en larmes, refuse de partir car on ne sait pas si le maître est vivant ou mort. Elle ne peut pas abandonner tout le monde, mais l'orque sanguinaire qui leur fait face n'a aucune intention de leur laisser le moindre répit. Ses yeux, qui brillent d'une lueur rouge, ont déjà verrouillé leur prochaine cible. Jeon-woo serre les dents. Il sait qu'il est à bout de force, mais tant qu'il tiendra debout, il ne laissera jamais ce monstre faire un pas de plus. La situation est vraiment critique. Qui va pouvoir les sauver? Avant, je me prenais pour un génie. Je pensais qu'exploiter les autres était un privilège réservé aux forts. Mais quand le moment crucial est arrivé, j'ai réalisé que je n'étais qu'une pièce interchangeable, bonne à être jetée à tout moment. En voyant les autres s'enfuir sans un regard en arrière, j'ai enfin compris à quel point ce monde était impitoyable. Et alors que j'étais au fond du désespoir, il est apparu. Il n'a pas dit un mot, mais il m'a arraché des griffes de la mort. Puisque je suis encore en vie, je veux essayer moi aussi de sauver quelqu'un comme il l'a fait. John Woo a tenu bon dans cet enfer pendant 2 ans. Tout ça pour une seule idée, rendre ce monde un peu meilleur. Il hurle au monstre « Hé le chauve, si t'as des couilles, viens te frotter à moi ». En vérité, il tient à peine debout. Mais il sait que chaque seconde qu'il gagne est une seconde d'espoir en plus pour ses camarades. Même pour une minute, ou même une seule seconde, il ne reculera jamais. C'est à ce moment que l'orque sanguinaire explose de rage. Est-ce qu'il va survivre à cette attaque, alors que John Woo est sur le point de céder? Seo Yul arrive enfin. Il tape sur l'épaule de John Woo et lui dit « Bien joué, laisse-moi prendre la relève ». John Woo est complètement abasourdi. Il n'aurait jamais cru qu'un sauveur viendrait vraiment. D'un geste, Seo Yul active un labyrinthe, déplaçant instantanément le champ de bataille. Il pensait pouvoir finir ça avec classe. Mais à peine arrivé, il le regrette déjà. Cet orque sanguinaire est un vrai psychopathe. Il ne le lâche pas d'une semelle. Tout en esquivant, Seo Yul se met à râler. Vouloir faire le beau, ça se paie toujours? C'est la merde. La puissance du monstre dépasse complètement ses estimations. Cet orque sanguinaire est juste abusé. Il sort à peine d'un combat acharné, et il a encore assez de force pour pulvériser les murs du labyrinthe. Faut avouer, son niveau est impressionnant. Seo Yul le sait très bien. L'affronter en face à face maintenant, c'est du suicide, il n'y gagnera rien. Puisque c'est comme ça, je vais t'offrir un petit cadeau. Armée, à l'attaque! D'innombrables créatures invoquées surgissent en un instant et encerclent Géol. La scène devient un chaos indescriptible. Seo Yul, caché dans l'ombre, observe la mêlée avec une attention mortelle. La moindre faille que montrera ce monstre signera son arrêt de mort. Ce monstre, c'est une vraie équipe de démolition. Le labyrinthe que Seo Yul venait de réparer est mis en pièces en un clin d'œil. De rage, il lâche un juron en voyant ses invocations se faire décimer par vagues. Seo Yul le sait pertinemment. Avec ces petits monstres de base, il ne pourra même pas les gratigner. Si ça continue de traîner en longueur, ce type va devenir de plus en plus difficile à gérer. Pas le choix. Même si cette technique est super risquée, il est temps de faire appel au grand patron. Des bruits de pas lourds se rapprochent, faisant trembler le sol. Sa véritable carte maîtresse est sur le point d'être révélée. Le boss de ce labyrinthe, Géol, c'est une véritable machine à tuer. Chaque coup est porté pour être fatal. Au milieu de cette avalanche d'attaques, Ruilu joue un jeu dangereux en cherchant la moindre faille. Il attend le moment parfait pour un coup fatal. Et ça y est, l'occasion se présente. Le regard de Ruilu se glace et son arme se met à briller d'une lueur rouge. Il lâche un coup à pleine puissance qui vient se planter pile dans le point faible du monstre. Jaoli pousse un cri à glacer le sang et tout le labyrinthe se met à trembler violemment. Le combat est complètement retourné. L'heure du monstre a sonné. En un instant, dans un bruit assourdissant, le boss du labyrinthe, Jaoli, est réduit en miettes. Le système clignote en rouge comme un fou, annonçant que ce gros bestiau est officiellement hors jeu. Et là, les vrais ennuis commencent.
Parce que le boss a été vaincu, le mécanisme de réapparition des monstres a planté. C'est le chaos total dans le labyrinthe. Ruilu contemple les ruines devant lui. Il lâche froidement. À cause de toi, le boss de mon labyrinthe est complètement fichu. Mais ce n'est pas fini. Le vrai nettoyage ne fait que commencer. Le piège, plume d'acier, s'active instantanément. Une myriade de lames s'abat comme une pluie torrentielle, bloquant toutes les issues. Cette fois, personne ne s'en sortira vivant. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ruilu ne laisse aucun répit aux monstres et crie en leur assénant un autre coup. Ça. Longue lance transperce à nouveau violemment. Et c'est à ce moment-là que le véritable coup de grâce se prépare. Une notification système retentit. Piège. Plafond de surveillance activé. On entend un grondement sourd et l'énorme plafond, bardé de pics d'acier, s'écrase. Les monstres, qui faisaient les malins il y a une seconde, sont transformés en bouillie. Ruilu regarde ce carnage, et avec un ton aussi détendu que s'il se baladait. Il dit « Juste au cas où, j'avais préparé quelques surprises. » Le problème est complètement réglé. Qui aurait cru que c'était ça, son véritable atout? En voyant tout ce sang par terre, Ruilu souffle enfin. On dirait que cette technique a été plutôt efficace. Les monstres du labyrinthe ont été presque tous nettoyés. Mais en regardant l'interface système, il a le cœur qui saigne. Cette histoire lui a coûté une fortune. Non seulement il a perdu son boss, mais il a aussi cramé une bonne partie de l'or qu'il avait mis de côté. Mais en y réfléchissant, sans le labyrinthe, choper ce type aurait été mission impossible. C'est à ce moment-là que le sol sous ses pieds se met à trembler violemment. Avant que Ruilu ait pu comprendre ce qui se passe, une fissure s'ouvre sous lui. Ça sent le roussi. L'orque de sang d'acier, qu'on croyait à terre, jaillit du sol nimbé d'une aura rouge. Le système se met à spammer des alertes rouges, ce type a complètement pété les plombs. L'orque de sang d'acier entre en mode berserk. Le vrai danger ne fait que commencer. Ruilu regarde le monstre et ricane « T'as la peau dure, toi !» Mais cet endroit est sur le point de s'effondrer. Si on reste, on y passera tous. D'un simple geste de la main, il fait apparaître un portail bleu de nulle part. Puisqu'on ne peut pas se battre à fond ici, changeons de décor pour en finir une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, à l'extérieur, Gangxiu est couvert de blessures. Les élèves marcheurs ont tous été évacués, mais il est mort d'inquiétude pour Ruilu. Alors qu'il se demande où il a bien pu passer, l'air devant lui commence à se tordre. L'apparition de cette énergie est super louche. Gangxiu n'a même pas le temps de réagir qu'un portail s'ouvre juste devant lui. C'est la galère. Et voilà que Ruilu débarque en plein combat avec le monstre. De loin, Gangxiu est complètement abasourdi et ne peut s'empêcher de crier son nom. Le Ruilu qu'il voit est en train d'affronter le monstre enragé au corps à corps. Même Ruilu trouve ça bizarre. Est-ce que le monstre serait fatigué? Sinon, comment j'aurais pu encaisser un coup pareil? Mais en fait, pas du tout. La force du monstre est clairement encore plus grande qu'avant. Rien que pour parer ce coup, il a l'impression que tous ses os vont se briser. Mais bizarrement, ses réflexes sont bien plus vifs qu'avant. Cette sensation est complètement différente. Un petit sourire se dessine sur les lèvres de Ruilu. On dirait que ces 2 semaines d'entraînement infernal n'ont pas servi à rien. Le lui d'aujourd'hui n'est plus le même qu'avant. Il n'est plus le bleu qui se laissait faire. Même si la force de l'impact est monstrueuse, Ruilu se sent plein d'énergie, une puissance inépuisable. Jaillit des profondeurs de son corps. Il sent très clairement que l'entraînement de l'enfer qu'il a subi porte enfin ses fruits. Alors que le monstre est en train de reculer sous ses coups, Ruilu s'arrête. Il regarde son puissant adversaire avec un sourire excité aux lèvres. Il murmure « Finalement, c'est assez marrant. La situation est complètement renversée. Ruilu n'est plus celui qui se contente de défendre. Il commence à savourer ce combat. D'un coup de poing, Ruilu fait reculer l'orque de sang d'acier. Il sourit et dit « Ce combat devient de plus en plus intéressant. » Mais qui aurait pu deviner que la situation allait se retourner en un instant? L'orque ne tombe pas, au contraire, il profite d'une ouverture pour l'attraper. Ça craint. Avant que Ruilu ait eu le temps de réagir, il se fait projeter violemment. Le vrai danger ne fait que commencer. L'orque ricane. « Tu crois que sans armes, je ne peux pas briser ta défense ?» Ruilu n'est même pas encore stable sur ses appuis que le poing du monstre est déjà sur lui. La situation est totalement hors de contrôle. À ce moment critique, Gangxiu déboule en criant à Ruilu d'aller vite chercher une arme. Résultat, l'orque de sang d'acier l'envoie valser d'un revers de la main. Gangxiu est projeté au loin. C'est la merde. Ruilu est maintenant dos au mur. Qui aurait pu s'attendre à ce que Gangxiu, bien que sonné, revienne à la charge? Il s'agrippe à la jambe du monstre et hurle. « L'arme, la voilà !» Profitant de l'ouverture créée, Ruilu a enfin l'occasion qu'il attendait. Toute son énergie se met à déferler en lui. Il rugit. « Je vais utiliser jusqu'à la dernière parcelle de ma force. » Car pour tout faire exploser, le combat va se retourner. Ruilu se transforme en un éclair de lumière rouge et fonce. Ce coup va mettre un terme définitif à l'affrontement. Ruilu pousse un hurlement.
Son attaque explose de toute sa puissance et transperce le corps de l'orque de sang d'acier. Dans un bruit assourdissant, ce colosse s'effondre enfin. L'affaire était réglée. C'est à ce moment-là que une notification système retentit. Il a obtenu une dague de démon de rang unique. Ruilu regarde le cadavre du monstre et dit « Grâce à toi, j'ai pu obtenir un truc aussi génial. Il est prêt pour la suite de l'entraînement. Qui va passer à un tout autre niveau ?» Junsu, le visage en sang, gisait au milieu des décombres. Sa conscience commençait à s'estomper. C'est à ce moment-là que une voix familière retentit à son oreille. Seo Yul criait, paniqué. « Hé, réveille-toi! Ne t'endors surtout pas maintenant !» Junsu ouvrit lentement les yeux. C'était bien lui, celui qui était toujours là dans les moments critiques. Seo Yul, soulagé, le taquina avec un sourire. « Toi alors, t'as vraiment la peau dure, hein? Même ça n'a pas réussi à te tuer. » Junsu répondit faiblement. « Grand frère, c'est vraiment toi. » Seo Yul lui dit de ne plus bouger. « À part moi, qui d'autre pourrait s'occuper de toi ici? Reste tranquille. » En voyant les ruines partout, Seo Yul poussa enfin un soupir de soulagement. Tout ça était enfin terminé. Mais le lendemain, devant le siège du bureau, l'ambiance était devenue extrêmement tendue. D'innombrables journalistes et streamers avaient complètement assiégé l'entrée. Tout le monde attendait une réponse. C'est alors que Baek Junhwan fit enfin son apparition. La foule s'agita. Les journalistes se bousculaient frénétiquement en avant, hurlant leurs questions. Ce transport illégal de monstres, Woodesse que c'est de votre responsabilité, oui ou non? Baek Junhwan s'arrêta. Face aux innombrables caméras, il commença par s'incliner et présenter ses excuses. Il déclara vouloir présenter ses plus sincères excuses à toutes les victimes. Mais personne ne savait ce que ce vieux renard avait derrière la tête. Devant les caméras, Baek Junhwan afficha un air choqué. Il expliqua que ce monstre avait une immense valeur pour la recherche et qu'ils avaient pris le risque de le transporter pour en faire don au bureau. Puis, ce vieux filou changea complètement de disque. Il refusa toute interview supplémentaire, affirmant qu'il coopérerait pleinement à l'enquête, se dédouanant ainsi de toute responsabilité. C'est à ce moment-là que quelqu'un dans la foule s'écria soudain « Regardez, c'est le sauveur de Séoul !» Les journalistes changèrent instantanément de cible et encerclèrent Seo Yul. Ils le harcelèrent de questions, demandant comment un chasseur de son rang avait pu vaincre un tel monstre. Seo Yul n'avait pas l'intention de dire un mot. Protégeant Lee Han, il essayait de partir vite, mais cette meute de journalistes ne comptait pas le lâcher. Ils commencèrent là même à se demander publiquement si la surveillance du bureau n'était pas une vaste blague. Là, ça a vraiment dérapé. La situation était devenue totalement incontrôlable. En entendant ce streamer raconter n'importe quoi devant sa caméra, le sang de Seo Yul ne fit qu'un tour. Pour créer le buzz, ces types étaient de prêts à jeter n'importe quelle saleté. Lee Han le retint aussitôt, lui disant que ces gens n'étaient donc que des larbins payés pour faire le sale boulot. « Si tu leur réponds, t'as perdu. Cassons-nous, vite !» Seo Yul eut un ricanement. En voyant ces gens prêts à tout pour faire des vues, il décida qu'il en avait d'assez. Il se dégagea de l'emprise de Lee Han et s'avança. Il se planta devant le streamer, fixa la caméra et demanda « On est en direct, c'est ça ?» Avant que le streamer ait pu réagir, Seo Yul hurla directement à la caméra. « Nettoyer la merde de ces guildes comme un bon petit toutou. Et ça doit être super kiffant, non ?» D'un coup, tous les spectateurs sur Internet ont explosé. Seo Yul allait les affronter de front jusqu'au bout. Il pointa Baek Junhwan du doigt et cria « Mais vous ne voyez donc pas? Depuis le début, c'est nous qui nous tuons à la tâche pour réparer les conneries laissées par ces types, c'est... » Un silence de mort s'abattit sur la foule. Même le streamer en resta bouche bée. Seo Yul fusilla Baek Junhwan du regard, lui demandant s'il avait le cran de donner des explications publiquement. Ce vieux renard de Baek Junhwan ne dit rien. Il plissa simplement les yeux avec un petit sourire. Son regard était si glacial qu'il en donnait la chair de poule. De toute évidence, il venait de mémoriser ce visage. En voyant ça, Lee Han a cru mourir de peur. Il se jeta sur Seo Yul, l'attrapa par les cheveux et commença à le traîner de force vers la sortie. Tout en le tirant, il s'excusait à tue-tête, disant que Seo Yul avait pété un câble et racontait n'importe quoi, espérant le sortir de ce guêpier au plus vite. Il avait peur qu'une seconde de plus ne leur soit fatale. Baek Junhwan, les regardant s'éloigner, demanda froidement « C'est bien ce gamin qui m'a manqué de respect l'autre fois, n'est-ce pas ?» On dirait que ce jeune coq ne sait vraiment pas à quel point le tigre peut être terrifiant. Ce vieux salaud de Baek Junhwan avait clairement l'intention de le tuer. Il dit froidement à son subordonné « Va m'écraser ce petit merdeux qui ne connaît pas sa place. » On dirait que cette fois, Seo Yul a vraiment mis les pieds dans un nid de frelons. Au même moment, dans la salle de réunion du bureau, c'était aussi le chaos. La vidéo du direct de la veille était devenue virale sur Internet. Les infos sur Seo Yul étaient de partout et l'emballement médiatique était impossible à contenir.
Le capitaine de l'équipe de sauvetage argumenta avec force, même si Seo Yul y est allé un peu fort, le sanctionner maintenant serait totalement abusé. C'est clairement les gens de la grande guilde qui ont provoqué en premier. Cette vidéo, ça se voit à des kilomètres que c'est une mise en scène. Bien que beaucoup de gens soutenaient Seo Yul, le considérant comme un héros qui osait dire la vérité, la pression sur les officiels était énorme. Mise en scène ou pas, l'affaire avait pris une telle ampleur qu'il était impossible de faire marche arrière. La situation de Seo Yul était maintenant très dangereuse. D'un côté, il y avait Baek Junhwan qui voulait sa peau, et de l'autre, la position hésitante des officiels. Les ennuis commencèrent vraiment. Le chef du département d'inspection, Hyun Ki-hyuk, ne lâchait pas l'affaire et insistait pour infliger à Seo Yul la sanction la plus sévère. Pour lui, une faute devait être payée. Cette fois, le capitaine Lee Han a vraiment tout risqué. Il a balancé en pleine réunion. Si quelqu'un doit être sanctionné, c'est bien vous. C'est votre mauvaise gestion qui a causé tout ça. C'était comme accuser le département d'inspection d'incompétence en face. Yoon Ki-hyuk, qui n'avait jamais supporté une telle insulte, se leva d'un bond en tapant sur la table et traita Lee Han de fou furieux. L'ambiance dans la salle de réunion devint électrique. Juste au moment où les deux allaient en venir aux mains, le directeur prit enfin la parole, mettant fin à cette mascarade. Il ignora complètement leur dispute. À la place, il posa une question cruciale. Il fixa Lee Han et demanda « Confirmez-moi, le taux de réussite des sauvetages de Seo Yul a-t-il vraiment atteint les 100% récemment ?» Lee Han répondit sans la moindre hésitation « C'est exact, c'est le bilan de Seo Yul. » À cet instant, le regard du directeur sur Seo Yul changea radicalement. Le directeur Park Gwang-ju donna enfin sa position. Faisant face à tout le monde, il déclara d'un ton très ferme « Quelqu'un comme Seo Yul avec un taux de réussite de 100%, et c'est un trésor que le bureau ne peut absolument pas se permettre de perdre. Même si on a besoin de l'aide des grandes guildes d'habitude, on ne peut pas bafouer la dignité du bureau. Si on se dégonfle sur ce coup, on n'aura plus aucune crédibilité. » Hyun Ki-hyuk s'approcha vite et demanda « Monsieur le directeur, comment comptez-vous gérer cette affaire ?» Gwang-ju but une gorgée de café. Son regard trahissait une lueur impitoyable. Puisqu'ils ont fait le premier pas et qu'ils ont joué un sale tour, alors il va falloir qu'on leur rende l'appareil avec un beau cadeau. Il ajouta avec un sourire glacial « Même si on ne peut pas les ruiner complètement, il faut au moins qu'ils comprennent qu'on ne touche pas impunément aux gens du bureau. » Et là, la situation s'est complètement retournée. Le directeur en personne est intervenu pour le couvrir. Tous ceux qui voulaient le s'en prendre à Ruilu, cette fois, ils sont vraiment tombés sur un os.